Donc, comme je vous le disais, interruption technique. Je vais vous parler un petit peu de notre service d'anesthésie. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui est finalement assez peu représenté dans les centres hospitaliers vétérinaires en France. Euh, on en est donc très fiers. Ça fait une bonne douzaine d'années maintenant que ce service est installé à Atlantia. Et aujourd'hui, il a pas mal grandi depuis ces 12 années. Il est composé de 3 vétérinaires, de 15 auxiliaires spécialisés vétérinaires qui travaillent exclusivement au bloc opératoire et en anesthésie. Et nous réalisons, alors j'ai marqué plus de 5000 anesthésies par an, mais en fait j'ai revérifié aujourd'hui, on est plutôt autour de plus de 7000 anesthésies par an et pas moins de 800 anesthésies locaux-régionales aussi chaque année. Donc on a beaucoup de travail grâce à vous. Alors, il se compose de qui? Je vais vous présenter les vétérinaires. C'est moi, car vous ne m'auriez pas reconnu. Donc, ce service, je l'ai monté il y a 2 ans en arrivant au CHV Atlantia. Au début, j'étais toute seule. En ce qui me concerne, j'ai passé beaucoup de temps à former les équipes autour de moi, à créer vraiment une culture de l'anesthésie au sein du CHV. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard, j'ai développé un intérêt particulier aussi autour de la douleur chronique et du développement de consultations spécialisées dans ce domaine. Le service est donc composé de 3 vétérinaires et les personnes qui travaillent avec moi sont le docteur Liliana Rolfi, qui vous parlera tout à l'heure, qui nous vient d'Italie. C'est une vétérinaire qui est aujourd'hui, depuis quelques mois, résidente du Collège européen d'anesthésie et d'analgésie. Elle est aussi titulaire d'un master en anesthésie vétérinaire qu'elle a obtenu l'année dernière et qui est notre grande passionnée d'anesthésie loco-régionale et qui est aussi tout à fait passionnée par les petits chihuahua. Troisième membre de l'équipe qui nous a rejoint récemment et qui vous parlera aussi ce soir. Donc on a réuni toute l'équipe autour de vous. Le docteur Mathilde Collomb, qui est vétérinaire assistante en anesthésie, mais que vous avez aussi peut-être l'occasion de croiser ou en tout cas de recevoir certains comptes rendus puisqu'elle est aussi assistante en urgence. Donc elle reçoit aussi vos patients la nuit et le week-end. C'est une ancienne interne de l'école vétérinaire de Maison-Alfort et elle penche plutôt pour les Suisses. Chacun son truc. Bien sûr, le service ne pourrait pas vivre sans notre extraordinaire équipe d'ASV qui est dirigée par Sandrine Boursicot. Et donc, nous avons 15 ASV qui sont exclusivement dédiés à l'anesthésie et au bloc opératoire, qui sont en permanence au chevet de nos patients. Elles ne sont pas toutes présentes sur les photos, mais je n'ai pas réussi à avoir tout le monde en même temps. Voilà, vous avez un petit aperçu et qui nous sont absolument indispensables pour la surveillance de nos patients. C'est un service qui agit dans l'ensemble de l'hôpital puisqu'on va apporter un soutien technique en termes d'anesthésie à l'ensemble des services, en particulier toutes les disciplines chirurgicales, mais aussi toute l'imagerie médicale. On assure aussi l'ensemble des sédations procédurales pour tout ce qui est biopsie, imagerie, etc. Et nous sommes aussi responsables de la gestion de la douleur en hospitalisation, en particulier sur les animaux qui souffrent de douleurs difficiles à traiter. Alors, c'est parfois un petit peu difficile pour les vétérinaires référents d'imaginer ce que font les vétérinaires anesthésistes au sein du CHV parce que finalement, on est assez peu en contact avec vous au quotidien. Vous ne recevez pas de compte rendu, on ne vous a pas au téléphone. Donc, globalement, je vais vous décrire en une ligne très courte à quoi ça ressemble les journées d'un anesthésiste. Notre métier, c'est d'évaluer les patients que l'on reçoit, d'évaluer leur comorbidité, leur situation, leur état de santé pour planifier au mieux et de manière totalement individualisée les anesthésies, réaliser la technique, c'est-à-dire endormir les animaux et réaliser tous les actes techniques qui vont autour, en particulier l'anesthésie loco-régionale, assurer la surveillance des patients avec tout un tas d'équipements de surveillance physiologique, et puis, et c'est une grande part de notre activité aussi, assurer tout ce qui est la gestion de crise, donc que ce soit dans la réanimation des patients avant l'intervention, pendant l'intervention en cas de complications anesthésiques ou chirurgicales, mais aussi pour toute la partie post-opératoire et soins intensifs post-opératoires immédiats. Alors, quelques nouveautés sont apparues l'année dernière au sein du service, donc vous avez peut-être déjà entendu parler. La consultation pré-anesthésique qui était très occasionnelle auparavant et qu'on n'avait pas ouvert vraiment avec un créneau. Et depuis l'année dernière, on a ouvert un créneau spécifique pour ça et elle est accessible à la demande des référents, des chirurgiens ou des clients eux-mêmes lorsqu'il y a
un sujet d'inquiétude particulier, soit un sujet d'inquiétude directement lié au propriétaire, hein, qui est particulièrement anxieux vis-à-vis de l'anesthésie, ou parce que ce sont des patients plus à risque ou des techniques plus complexes chirurgicales et qui mettent le patient à risque. Donc, il ne faut pas hésiter à la suggérer ou à nous en parler si c'est quelque chose qui peut intéresser vos clients. Et on a aussi la possibilité d'apporter un conseil, même si l'intervention n'est pas réalisée ici, sur demande des vétérinaires référents. Et puis, on a aussi ouvert une consultation de gestion de la douleur qui est proposée. Alors, ce n'est pas une consultation diagnostique, donc elle arrive dans un contexte où les diagnostics ont déjà été faits ou alors peuvent être faits grâce aux équipes du CHG et aux différentes disciplines chirurgicales, médicales, neurologues, etc. L'objectif étant ici d'aller aider dans la prise en charge à court terme ou à long terme des douleurs qui vont être particulièrement difficiles à traiter parce que ne répondant pas aux thérapeutiques habituelles ou sur des patients qui présentent des comorbidités et qui rendent la mise en place d'un traitement analgésique plus complexe. Donc là encore, il y a une consultation qui est dédiée, qui est ouverte si c'est quelque chose qui peut intéresser vos patients et vos clients. Voilà pour cette brève présentation. Je vais donc maintenant laisser la place à la formation avec donc une soirée qui va être exclusivement dédiée à l'anesthésie féline, mais on va démarrer par un point particulier sur la gestion de la pression artérielle, qui est un paramètre physiologique important. Et je vais donc vous présenter maintenant Mathilde, qui va vous parler de la mesure de la pression artérielle. Merci, bonsoir. Dans cette partie, je vais aborder la question de comment et pourquoi mesurer la pression artérielle. En introduction, je vais parler de quelques définitions, donc notamment de la définition de nos trois pressions artérielles différentes, et je vais rappeler un peu leurs normes. Tout d'abord, la pression artérielle systolique, c'est la pression la plus élevée qui est atteinte pendant la phase de systole, donc pendant la contraction cardiaque. C'est celle qui va refléter le volume sanguin, donc la volémie de l'animal, et également le volume d'éjection systolique. La pression artérielle diastolique, elle, c'est la pression la plus basse qui est atteinte pendant la phase de diastole, donc le relâchement cardiaque. Elle dépend aussi de la volémie de l'animal et elle va refléter également la résistance vasculaire. La résistance vasculaire, c'est un paramètre qui va être modulé notamment par le diamètre du vaisseau, donc il va changer en fonction de si on a une vasoconstriction ou une vasodilatation, par exemple. Et enfin, la pression artérielle moyenne, qui est notre pression d'intérêt en anesthésie. Elle peut être approximée avec la formule de la somme de la pression artérielle diastolique additionnée à un tiers de la pression de pouls. La pression de pouls, c'est la différence entre la systolique et la diastolique. Mais la définition, la vraie définition de la PAM, c'est le produit du débit cardiaque et de la résistance vasculaire. Le débit cardiaque est lui-même le produit de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique. Donc ici, on se rend bien compte que la PAM, elle va varier en fonction de la résistance vasculaire, donc du statut vasoconstricté, vasodilaté de l'animal, mais aussi de sa fréquence cardiaque et de sa volémie avec le volume d'éjection systolique. Et la PAM, pourquoi c'est la plus importante en anesthésie? C'est parce que c'est elle qui va déterminer la bonne perfusion des tissus et donc des organes. Pour ce qui est des normes en anesthésie, et je précise bien en anesthésie, puisque sur un animal qui est réveillé, ces normes sont différentes. Donc, en anesthésie, la pression artérielle systolique, on essaie de la garder entre 90 et 120 mm de mercure. La diastolique, on essaie de la garder entre 55 et 90 mm de mercure. Et la PAM, donc on essaie de la garder entre 60 et 100 mm de mercure. En dessous de 60, on dit qu'on a une hypotension. Par contre, on va quand même essayer en anesthésie d'avoir une pression qui est au-dessus des 70 mm de mercure pour se laisser quand même une marge de manœuvre et se rendre compte entre 60 et 70 qu'il faut surveiller notre animal. Donc, pourquoi mesurer cette pression, et notamment cette PAM, et pourquoi c'est important de le faire sur tout animal anesthésié et pendant toute la durée de son anesthésie? Tout d'abord, je vais vous parler de l'autorégulation. L'autorégulation de la perfusion, c'est la capacité des organes et des tissus à maintenir une perfusion stable malgré les variations de pression qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si un animal a des variations de pression, une pression qui augmente ou qui diminue, les tissus vont enclencher des mécanismes pour garder un débit sanguin constant et une perfusion stable malgré les variations. Cette autorégulation-là, elle a quand même ses limites, puisque sinon on ne s'occuperait pas d'une hypotension. Donc elle fonctionne si la PAM elle est au-dessus des 60 mm de mercure, d'où ce cutoff à 60.
De ça en découle que si on a une hypotension, donc une PAM qui est en dessous des 60 mm de mercure, on va avoir une altération de la perfusion tissulaire et de la perfusion des organes, tous les organes, mais surtout les plus importants que sont le cœur, le cerveau et surtout les reins. Effectivement, il y a une étude en humaine, on manque d'études en véto, mais en humaine, il y a une étude sur plus de 30 000 patients qui montre que même une hypotension d'une durée de quelques minutes, donc de 1 à 5 minutes, augmente significativement le risque d'insuffisance rénale aiguë. Donc, on se rend bien compte que sur nos petits chats qui ont des reins déjà très fragiles, ce paramètre-là va être tout aussi important. Pourquoi c'est important de la surveiller sur tous nos animaux, cette pression? C'est parce que c'est la complication la plus fréquente pendant une anesthésie. Et pourquoi c'est la complication la plus fréquente? C'est parce que nos molécules qu'on utilise en anesthésie, quasiment toutes, vont avoir des propriétés vasodilatatrices et ou bradycardisantes. Et donc, on l'a vu avec notre formule de la pression artérielle moyenne, quand on a une vasodilatation ou une bradycardie, on va avoir tendance à baisser notre PAM et donc potentiellement faire une hypotension. En plus de ça, on a des animaux qui sont régulièrement déshydratés parce qu'ils sont malades, qu'ils ont des troubles digestifs, ce genre de choses, ou alors que le propriétaire les a mis à la diète hydrique, c'est-à-dire qu'en plus de les avoir mis à jeun, il a enlevé l'eau, et donc un animal qui n'a pas bu depuis plusieurs heures, il est à risque de faire une hypotension pendant son anesthésie. Et troisième point assez évident, quand on opère un animal, on est à risque de créer des saignements et donc de créer des hypotensions. Petit rapide point sur l'hypertension, que quand on surveille une pression artérielle d'un animal anesthésié, on se rend compte que parfois on a également des pics d'hypertension. Cette hypertension, elle est utile à voir puisqu'elle indique un réveil ou une douleur de l'animal et donc ça nous aide à réagir sur notre anesthésie. Ensuite, comment on va mesurer cette pression? Donc, quelles sont les différentes techniques possibles? La première technique, le gold standard, ça va être la mesure invasive de la pression artérielle. Donc, ça demande de poser un cathéter artériel. En général, on utilise les artères métatarsiennes, métacarpiennes ou coccygiennes, mais l'artère fémorale ou radiale sont également possibles. Ce cathéter-là, il est relié via un prolongateur au transducteur qui va convertir le signal du pouls en signal électrique et donc générer une courbe sur le moniteur. Donc, ça nous demande aussi d'avoir un monitoring complet et compatible avec cette pression artérielle invasive. Cette courbe, elle va nous indiquer donc tout en haut la pression artérielle systolique, tout en bas la pression artérielle diastolique, et la valeur de la PAM va être calculée directement avec la forme de la courbe. Donc, c'est vraiment le moyen le plus précis d'obtenir la pression artérielle. En plus de ça, on a des valeurs qui sont calculées à chaque pulsation cardiaque, donc on a vraiment un truc en direct. Deuxième option un peu plus abordable, un peu plus simple, c'est la pression oscillométrique, la méthode oscillométrique, donc à l'aide de PETMAP, qui sont des appareils portables, que l'on branche à un brassard. L'idéal, c'est d'avoir des brassards dont la largeur est environ égale à 30 à 40% de la circonférence du membre de l'animal. Dans la réalité, les brassards, ils ont des ranges qui sont marqués dessus, qui nous permettent de savoir quand on entoure la patte de l'animal si on met un brassard qui a la bonne taille ou pas. Ce brassard, on va le positionner sur le membre antérieur ou postérieur, ou même sur le tarse ou sur la queue de l'animal. Et ensuite, on lance l'appareil. L'appareil, il va nous sortir, donc, il va nous calculer en fonction du volume du brassard qui se dégonfle. Il va nous calculer les trois valeurs de pression artérielle systolique, moyenne et diastolique, et également la fréquence cardiaque. Cependant, ça a quand même quelques imprécisions. Comment on peut faire pour savoir si la pression que nous calcule le PETMAP est bien la pression de l'animal? Parce que parfois, d'une valeur à l'autre, on a des grosses différences. Donc, pour vérifier qu'on a une valeur qui correspond bien, on peut en premier vérifier la fréquence cardiaque. Donc, la fréquence cardiaque qui est affichée sur le PETMAP, vérifier que c'est bien la fréquence cardiaque de notre animal. Et également, vérifier, lorsqu'on a ce genre d'appareil avec la petite courbe d'oscillométrie, on doit vérifier que la courbe est bien en forme de courbe de Gauss. Donc, on a bien une petite cloche qui se forme et non pas des valeurs complètement aberrantes qui nous permettraient de dire que le PETMAP n'a pas bien calculé, donc on ne peut pas interpréter cette pression-là. En plus de ça, parfois, quand on lance la valeur sur un PETMAP, quand on lui demande de calculer la pression, parfois, il n'arrive pas à la calculer ou il la calcule mal. Ça, c'est faux. Ça peut être plusieurs causes. Ça peut être un animal qui a des arythmies, ça bousille le calcul de la pression. Un animal qui est trop bradycarde pour l'appareil également, ou alors un animal qui est trop hypotendu. Donc, il faut savoir que quand le PETMAP n'arrive pas à nous donner une valeur de pression,
on a probablement un animal qui ne va pas bien, qui est bradycarde, qui a des arythmies ou qui est hypotendu. Troisième technique pour mesurer la pression, je vais passer rapidement dessus, c'est la méthode Doppler. Donc, on a une petite électrode, une petite sonde que l'on place au niveau du cou de l'animal qui est reliée à un amplificateur de son qui nous permet donc d'entendre le pouls. On gonfle un brassard manuellement jusqu'à ce que le son disparaisse et ensuite on le dégonfle progressivement. Et au moment où le son du pouls réapparaît, on a notre pression artérielle systolique. Cependant, ça ne nous donne que la valeur de la pression artérielle systolique. Donc, en anesthésie, c'est quand même un gros défaut de ne pas avoir la table. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif et comparatif de ces trois méthodes. Donc, on a la mesure de pression invasive, qui est le gold standard, qui est précis, avec des mesures au temps réel. En plus, si on a un cathéter artériel, ça nous permet de faire des prises de sang per-anesthésique, enfin de faire des prélèvements sanguins per-anesthésique. Par contre, c'est un équipement qui est coûteux, ça demande de la technique et un équipement qui est spécialisé. Donc, la deuxième méthode qui est la plus abordable et qui a un meilleur rapport qualité-facilité d'utilisation, c'est d'être l'oscillométrie à condition de bien l'interpréter, de bien l'utiliser, de faire attention aux différents artefacts qu'on peut avoir, notamment lorsqu'on a un animal qui est bradycarde, qui a des arythmies, ou alors un animal qui est hypotendu. En conclusion de cette première partie, donc on a vu que la PAM, c'est elle qui va déterminer la perfusion tissulaire et on définit une hypotension lorsque la PAM est inférieure à 60 mm de mercure. Pourquoi c'est important de surveiller la pression d'un animal anesthésié, de tout animal qui est anesthésié et pendant toute la durée de son anesthésie? C'est parce que l'hypotension, c'est la complication la plus fréquente en anesthésie, parce qu'on a des molécules qui vasodilatent, qui font des bradycardies, des animaux qui sont déshydratés et des animaux qui saignent. Et éviter l'hypotension, c'est éviter l'hypoperfusion des organes, et notamment du cœur, du cerveau et des reins. Donc, de prévenir de potentiels troubles nerveux à moyen et long terme et de potentiels épisodes d'insuffisance rénale aiguë. Et enfin, comment on mesure la pression? Donc, la meilleure méthode, ça va être la pression invasive avec la pose d'un cathéter artériel. Mais sinon, une alternative très abordable et très facile d'utilisation, c'est l'oscillométrie, à condition de bien la lire et de bien l'interpréter, de connaître ses limites. Merci. Alors maintenant que Mathilde vous a convaincu qu'il va falloir sortir de vos tiroirs ces brassards de pression artérielle qui y sont rangés depuis quelques années, je vais vous apprendre comment traiter cette problématique majeure que l'on rencontre, qui est l'hypotension, puisque vous avez compris que c'est surtout ça qui nous intéresse. L'hypertension, elle est intéressante à détecter, mais non pas parce qu'elle pose un risque immédiat à l'animal. L'hypertension, elle est surtout problématique de manière chronique. Une hypertension très courte, je dirais, ou aiguë au moment de l'anesthésie, à moins d'être extrême, elle est peu problématique. Par contre, l'hypotension, c'est vraiment traite. Alors, voyons voir comment on peut, de manière un petit peu organisée, réfléchir à traiter l'hypotension. Donc, on l'a vu, l'hypotension, elle est définie comme une pression artérielle moyenne inférieure à 60 mm de mercure, voire, et je vais vous expliquer pourquoi, 70 mm de mercure. Alors, on en a des signes cliniques qui peuvent nous alerter éventuellement, si on n'a pas moyen de le mesurer. Ça peut être associé parfois à une perfusion qui est un peu réduite, des muqueuses qui peuvent être un petit peu moins rosées ou en temps de recoloration qui est moins rapide, un pouls périphérique qui est un peu altéré. Mais ces signes-là, ils sont extrêmement peu spécifiques, extrêmement peu sensibles. Si on se base uniquement sur ça, on passera généralement à côté de la plupart des hypotensions pendant l'anesthésie, parce qu'elles sont souvent associées à une grosse vasodilatation et les pouls périphériques, on continue à les sentir, même en période d'hypotension. Cette cible de 60 mm de mercure, on va aussi la moduler un petit peu, pour plusieurs raisons. La première, c'est ce que vous a dit Mathilde, c'est que les appareils qu'on utilise habituellement, les méthodes oscillométriques, elles n'ont pas une très bonne précision chez l'animal. On sait qu'on a souvent 10, voire 20 mm de mercure de différence entre la mesure qui est donnée et la mesure réelle, selon la taille de l'animal, l'appareil qu'on utilise. Donc, on se retrouve facilement en hypotension sans l'avoir véritablement détecté, surtout avec des appareils comme le PET-MAP qui sont souvent un petit peu optimistes. Donc, si on veut être vraiment plus sûr de nous, il vaut mieux cibler 70 mm de mercure. Donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que quand on a des patients qui sont, et c'est relativement fréquent chez le chat, qui sont des hypertendus chroniques, ils vont beaucoup moins bien tolérer les phases d'hypotension. Et chez ces patients-là, on va plutôt cibler une pression artérielle minimale
à 70 millimètres de mercure. Et ce sera le cas aussi chez tous les patients qui présentent des comorbidités organiques importantes, qui ont une insuffisance rénale, qui ont une insuffisance hépatique. On essaiera de cibler vraiment des mesures un petit peu plus hautes pour se mettre dans des zones de sécurité. Et l'autre élément important, c'est d'éviter les grosses variations de pression artérielle. Si vous avez un patient au début de son anesthésie qui a une pression artérielle moyenne qui est autour de 90, on va éviter de tolérer des baisses de pression artérielle de 30 points et de passer évidemment en dessous des 60, mais même on va éviter de descendre à 60. On va essayer de le maintenir à ce qu'il avait en début d'anesthésie parce que finalement, avec ces moyens de mesure oscillométriques, puisqu'on n'a pas une précision très bonne, on va les utiliser pour regarder un peu les tendances. Est-ce que la pression baisse? Est-ce que la pression monte? Ou est-ce qu'elle reste stable? Et on n'a pas de problème qui se passe un petit peu en sous-main. Alors, pour comprendre comment traiter l'hypotension, il faut comprendre pendant l'anesthésie quels vont être les acteurs de la variation de la pression artérielle et donc les acteurs à court terme de la pression artérielle. Donc, on l'a vu, parce que Mathilde vous en a parlé, la pression artérielle, elle dépend d'une part du débit cardiaque, d'autre part des résistances vasculaires artérielles. Globalement, il faut imaginer un tuyau d'arrosage. La pression dans votre tuyau, elle dépend du débit dans votre robinet et de la résistance dans votre tuyau. C'est la même chose dans vos artères. Mais si on va un petit peu plus loin, on peut essayer de comprendre d'où vient le débit cardiaque. Il vient à la fois de la fréquence cardiaque, mais aussi du volume d'éjection systolique à chaque battement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, et ça c'est assez simple, on l'imagine tous, quand la fréquence cardiaque augmente, le débit cardiaque augmente, mais jusqu'à un certain point. Quand on augmente trop la fréquence cardiaque, quand on a des tachycardies excessives, et chez le chat, puisqu'on parle du chat, quand on va passer au-dessus des 240 battements par minute, on n'a pas forcément un gain en termes d'augmentation de débit. Donc ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Le volume d'éjection systolique, lui, dépend de pas mal de paramètres, de la précharge, donc si je simplifie globalement de sa capacité à se remplir sous l'effet du retour veineux et de la contraction auriculaire, de l'inotropie, donc la capacité du ventricule à se contracter, sa force d'éjection, et de la post-charge, c'est-à-dire des résistances qu'il va rencontrer à l'éjection. Ça va nous aider à définir le volume d'éjection systolique. C'est des choses sur lesquelles on peut jouer, et il y en a notamment un sur lequel c'est relativement facile de jouer, c'est la précharge, parce qu'elle est en partie dépendante de la volémie de notre patient. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement challengé pendant l'anesthésie, notamment pour toutes les raisons préopératoires, c'est-à-dire un animal qui serait déjà hypovolémique, parce que très déshydraté, parce que avec d'autres sources de pertes volumiques, des saignements, des choses comme ça, ou par ce qui se passe pendant l'anesthésie, par les pertes sanguines notamment. Et puis, c'est facile à traiter. La volémie, on peut rapidement la changer. Donc, c'est un élément sur lequel on va se focaliser. Encore une fois, la volémie, elle va favoriser le débit cardiaque jusqu'à un certain point. Parce que si vous allez trop distant de votre ventricule, à un moment, ces fibres musculaires trop distendues, elles ne vont plus réussir à éjecter efficacement. Et ça, c'est particulièrement vrai quand on est sur un cœur en insuffisance cardiaque qui est déjà distendu. Alors, ce n'est pas trop des maladies qu'on rencontre chez le chat, mais plutôt chez le chien. Ces cœurs qui sont déjà dilatés, ces ventricules dilatés, ne vont pas être très tolérants à l'augmentation de la volémie. Alors, si on prend en compte tout ce schéma, finalement, pour essayer de comprendre les acteurs de la pression artérielle, il y en a certains sur lesquels on va se focaliser davantage parce qu'on peut agir dessus de manière plus simple dans notre traitement et parce qu'ils nous permettent de comprendre ce qui se passe pendant l'anesthésie. Ça va être la volémie, je vous en ai déjà un petit peu parlé, le débit cardiaque sur lequel on peut facilement jouer, notamment en jouant sur la fréquence cardiaque et dont on ne mesure pas, nous, le débit cardiaque au quotidien en médecine vétérinaire, mais on va finalement essayer de l'interpréter au travers de la fréquence cardiaque et puis éventuellement, si on a accès à un échographe, par la force de contraction du cœur. Et puis le dernier point, ce sont les résistances artérielles systémiques, le tonus vasculaire sur lequel on va pouvoir agir. Et ces trois acteurs-là, en fait, ils vont nous permettre d'interpréter et d'analyser quelles peuvent être les causes d'hypotension pendant l'anesthésie. Et si on essaye de les classer pour simplifier un petit peu notre interprétation de ce qui se passe, on peut aller essayer de détecter, quand on est face à une hypotension, les causes d'hypovolémie. Est-ce qu'on est sur un animal qui est en train de se vider de son sang? Ça, c'est une cause assez évidente, ou pas d'ailleurs, parce que parfois ça se passe au fond d'une cavité abdominale ou thoracique et on ne le voit pas. Est-ce que c'est un animal qui était profondément déshydraté? Alors, la déshydratation et l'hypovolémie, ce n'est pas la même chose, mais les animaux qui arrivent extrêmement déshydratés,
il est assez fréquent qu'il soit hypovolémique. Et puis surtout, le truc sur lequel on se fait souvent avoir en médecine vétérinaire, c'est tout ce qui est perte vers le troisième secteur. Alors, bon, le troisième secteur, c'est un petit peu vague, mais globalement, quand la volémie, enfin le volume hydrique, le volume sanguin ne se retrouve pas au bon endroit. Et typiquement, ce que l'on va rencontrer, c'est tous ces animaux qui ont des épanchements abdos, des épanchements pleuraux. Bah, ce liquide, il vient de quelque part. Donc, quand il est accumulé là, en général, c'est qu'il n'est pas ailleurs. Donc, ces animaux-là sont souvent très hypovolémiques. Et on a le cas aussi sur les animaux qui présentent des occlusions digestives. On a souvent des estomacs qui sont pleins de liquide, des intestins qui sont pleins de liquide avec des animaux qui sont profondément hypovolémiques. Donc, ça, c'est quelque chose à côté duquel il ne faut pas passer. Le deuxième élément, c'est tout ce qui est défaut de la pompe cardiaque, qui peut être associé à une bradycardie, donc ça, relativement simple à détecter avec un ECG ou simplement en écoutant le cœur. Les arythmies, certaines peuvent avoir des conséquences sur le débit cardiaque. Tout ce qui est défaut d'inotropie, donc une baisse de la contractilité, qu'on va plutôt rencontrer sur des animaux qui sont soit en insuffisance cardiaque avancée, pas tant chez le chat, surtout chez le chien, avec ses ventricules dilatés. Mais ça peut être aussi rencontré chez les animaux septiques qui vont avoir une baisse de l'inotropie. Et puis, tout ce qui peut arriver assez brutalement pendant une anesthésie, tout ce qui est obstacle au retour veineux, ça peut être lié soit à une compression des gros vaisseaux, compression de la veine cave, compression de la veine porte, qui peuvent énormément diminuer le retour veineux et du coup, bah, la pompe n'a plus rien à pomper, ou alors dans des cas plus particuliers, des pneumothorax sous tension, des choses comme ça. Et puis, le dernier point qui est très, très fréquemment rencontré en anesthésie, c'est la vasodilatation, puisque notamment les anesthésiques gazeux, qu'on utilise tous, sont des très puissants vasodilatateurs et vont avoir tendance à plonger nos animaux en hypotension pendant l'anesthésie. Et puis, il y a d'autres contextes dans lesquels on va rencontrer des vasodilatations marquées et qui vont nous poser problème, en particulier les animaux qui sont septiques, les animaux qui arrivent en état de choc, et puis dans des cas très particuliers d'anaphylaxie. Ça, on en rencontre beaucoup moins. Alors, comment faire pour se prémunir contre l'hypotension? La première chose, c'est qu'il faut essayer de la prévenir euh, en essayant tout d'abord d'optimiser nos patients avant de démarrer l'anesthésie, donc d'assurer une bonne réanimation médicale avant le début de l'anesthésie. Et une règle d'or qu'il faut garder à l'esprit tout le temps, c'est qu'on ne démarre pas une anesthésie sur un animal hypovolémique. Donc, la priorité, c'est de restaurer la volémie avant l'induction. Il n'existe pas d'urgence qui soit plus urgente que de restaurer la volémie, sauf si l'animal se vide de son sang plus rapidement que vous ne pouvez le remplir. Donc, quels vont être les signes qui vont vous alerter? Ça peut être des signes cliniques. En particulier chez le chien, on a souvent des animaux qui sont tachycardes quand ils sont hypovolémiques. Ce n'est pas forcément le cas chez le chat, méfiez-vous. Parfois, les chats hypovolémiques peuvent devenir bradycardes par des mécanismes cardiaques différents. On peut avoir un pouls périphérique diminué, des extrémités froides quand l'hypovolémie est très très marquée avec un état de choc qui se développe. Et on va avoir des signes biologiques qui peuvent être détectés même sur des hypovolémies un peu plus subtiles, une élévation de l'urée notamment, et une élévation des lactates, bien sûr, quand on a une perfusion périphérique qui se fait moins bien. Les animaux sur lesquels il faut se méfier, donc les profils un petit peu à risque de devenir plus hypotendus, les animaux très âgés, les animaux gériatriques, les animaux qui sont hyper tendus de manière chronique ont une tendance à l'hypotension pendant l'anesthésie. On a un effet de swing comme ça. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'ils sont hyper tendus, ils vont forcément l'être pendant l'anesthésie. C'est souvent l'inverse. Les animaux qui prennent des médicaments anti-hypertenseurs vont être plus à risque aussi de développer une hypotension pendant l'anesthésie, notamment les animaux qui prennent des IECA. En général, on conseille de ne pas les donner le jour de l'anesthésie. Et puis, comme je vous l'ai dit, toutes les hypovolémies liées à un troisième secteur ou les animaux septiques. Ces animaux-là, on sera particulièrement attentif au risque d'hypotension. On sera donc attentif à ne pas avoir la main trop lourde sur les anesthésiques qui sont les plus hypotenseurs. En particulier, on l'a dit, les anesthésiques volatiles, souvent vous ne pourrez pas y couper, vous serez obligé de les utiliser. Et dans ce cas-là, on va vraiment essayer de donner la dose minimale efficace en potentialisant notre anesthésie d'une autre manière, avec des analgésiques, avec d'autres techniques, puisque leur effet hypotenseur est dose dépendant. Et puis, soyez très attentifs aussi avec l'acépromazine, qui est un très très puissant vasodilatateur. Donc, on l'utilise finalement assez peu chez le chat, ça dépend des habitudes de chacun, mais c'est un anesthésique, un prémédicament, enfin un sédatif qu'il faudra en général éviter sur les animaux qui sont à risque d'hypotension.
Le Zen Alpha, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, hein, qui est très très pratique pour la sédation, mais qui a un très bon potentiel hypotenseur pendant l'anesthésie. Donc c'est vraiment plutôt un médicament de la sédation, moins un médicament de l'anesthésie, pas trop indiqué dans la prémédication anesthésique. Et de toute manière, ce n'est pas indiqué chez le chat, hein, c'est bien sûr une AMM chien uniquement. Et puis tout ce qui est anesthésie neuraxiale avec les péridurales qui vont aussi favoriser les hypotensions. Donc méfiance avec ces anesthésies. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a tout bien fait? On a respecté la règle d'or et on démarre notre anesthésie et notre patient est hypotendu. La première chose à faire, c'est de vérifier ses valeurs, puisque on l'a vu, la méthode oscillométrique, c'est bien, mais c'est pas parfait. Donc, parfois, si le brassard est mal positionné, s'il est un petit peu trop grand, s'il n'est pas positionné juste sur l'artère, mais que le brassard a été tourné et puis le petit tuyau qui arrive, là, il est positionné de l'autre côté de l'artère principale du membre, vous aurez des animaux qui sont hypotendus, alors qu'en fait, ils ne sont pas hypotendus. Donc, repositionnez, essayez de changer de patte, mettez-le ailleurs, voyez si les valeurs que vous obtenez sont cohérentes. Donc, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, vous allez, autant que possible, réduire la profondeur d'anesthésie. Voir si vous pouvez baisser les gaz en particulier, hein, et chercher la dose minimale efficace, quitte à donner un petit peu plus d'analgésique à côté pour pouvoir, notamment des morphiniques, hein, pour pouvoir baisser un petit peu vos doses d'anesthésique volatile. Troisième point, soyez attentifs aux valeurs de fréquence cardiaque. Chez le chat, les valeurs habituelles de la fréquence cardiaque pendant l'anesthésie sont inférieures à ce qu'on observe chez le chat vigile. Ce qu'on voit, c'est que quand on passe, même sur un chat en pleine santé, hein, quand on passe au-dessous de 80 battements par minute, et ça arrive régulièrement quand on utilise des alpha-2 agonistes comme la médétomidine avec les morphiniques, on a souvent des chats qui descendent au-dessous de 80, ce qui est franchement radical pour un chat. Si vous aviez ça en consultation, ça me choquerait. Et on se rend compte qu'au-dessous de 80, ils n'arrivent pas tellement à compenser, ils sont quasiment tous hypotendus. Donc, globalement, on essaye de les maintenir au-dessus. Et idéalement, on va essayer de les maintenir au-dessus de 100 battements par minute, ce qui est une fréquence un peu plus normale pour un chat. Chez le chien, on n'est pas dans les mêmes valeurs, hein. Chez le chien, ça dépend vraiment des protocoles anesthésiques. Il y a une très grande variabilité. Les chiens en pleine santé, ils sont capables de maintenir une pression artérielle normale à une fréquence cardiaque de 30. Donc là, c'est un petit peu plus à débattre. Mais en tout cas, chez le chat, on retient autour de 80, voire idéalement 100 battements par minute. Si l'animal est hypotendu et bradycarde, dans ce cas-là, on va traiter d'emblée, essayer de remonter notre fréquence cardiaque pour un chat autour de 100, voire 120, en utilisant des anticholinergiques comme le glycopyrrolate, le robinul ou l'atropine directement. Et bien sûr, si on a des arythmies franches, là aussi, il va falloir les traiter parce qu'elles peuvent contribuer à l'hypotension. Et puis, dès cette première phase aussi d'évaluation globale, hein, de stabilisation, on va aussi chercher des causes chirurgicales qui seraient évidentes. Un animal qui est en train de se vider de son sang, une compression de la veine cave, comme je vous l'ai dit. Voilà, on va essayer d'évaluer un petit peu la situation. Si ça n'a pas suffi, si cette phase de on évalue, on traite un petit peu à la marge, ça ne suffit pas. Dans ce cas-là, on va rentrer dans la thérapeutique directe. On va essayer d'aller modifier, non pas juste corriger l'état, mais modifier notre pression artérielle par différentes actions. Ça peut être, et là, ça dépend un petit peu du contexte. Je les ai mis dans cet ordre-là parce que si on ne sait pas du tout pourquoi l'animal est hypotendu, en général, chez les chats, on va dérouler dans cet ordre-là. Mais si vous savez que votre animal, il est hypovolémique, parce que vous avez déjà dû lui faire un bolus de cristalloïdes parce qu'il avait perdu du sang ou parce qu'il a un énorme épanchement, vous allez corriger en préopératoire sa pression artérielle en augmentant sa volémie, mais au moment où vous l'anesthésiez, patatras, tout retombe. Vous pouvez avoir besoin de reproduire à nouveau une expansion volumique. Dans ce cas-là, on utilise des cristalloïdes isotoniques, hein, du ringerlactate, comme vous utilisez habituellement. Un bolus, 3 à 10 ml par kilo sur une dizaine de minutes. Si ça marche, si c'est efficace et que vous êtes dans un contexte où vous suspectez une hypovolémie, on peut le répéter au besoin. En général, 2-3 fois, c'est suffisant. Méfiez-vous simplement si vous êtes sur un animal qui est sensible à la surcharge volumique, en particulier chez les chats qui ont une cardiopathie. Dans ce cas-là, on évite les bolus rapides comme ça de cristalloïdes. Deuxième étape, l'utilisation des inotropes, donc des molécules qui vont favoriser l'éjection cardiaque, le volume d'éjection cardiaque. Alors, là, on est un peu espèce dépendant. Chez le chien, en général, on s'oriente vers la dobutamine en première intention, alors que chez le chat, on a une meilleure réponse avec la dopamine qu'avec la dobutamine, où souvent,
Chez le chat, on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, mais sans tellement d'augmentation de la pression artérielle. Donc, c'est plutôt dopamine chez le chat, dobutamine chez le chien. Et puis, on peut utiliser aussi, si on pense que c'est franchement induit par l'anesthésie directement parce qu'il n'y avait aucun contexte favorisant, on va dans ce cas-là plutôt s'orienter sur les vasopresseurs, donc des molécules qui vont favoriser la vasoconstriction et donc l'élévation de la pression artérielle en luttant contre la vasodilatation. On a, et je vais vous en reparler un petit peu après parce qu'il est très pratique en médecine générale, je dirais, en clientèle générale, on a l'éphédrine, qui en fait est une molécule qui est un petit peu hybride. Elle fait à la fois inotrope, vasopresseur, elle agit à la fois sur le cœur et sur les vaisseaux, qui peut s'utiliser en bolus, donc assez pratique. Parce que tout ce que je vous ai dit avant, là, la dopamine, la dobutamine, c'est super, sauf qu'en réalité, ce n'est pas du tout simple à utiliser. C'est de la perfusion continue, il faut y aller avec un cathéter dédié, il ne faut surtout pas faire de bolus. Enfin bref, c'est pas vraiment de la pratique généraliste. Alors que l'éphédrine, je vais vous en reparler, c'est vraiment plus accessible à tout le monde. Et quand on est dans des cas d'hypotension franchement réfractaire, ou sur des animaux qui ont des sources de vasodilatation très intenses, comme des animaux septiques, dans ce cas-là, on s'oriente sur la noradrénaline, qui est là un vasoconstricteur très très puissant, qui s'utilise là aussi en perfusion continue. Alors, comme je vous le disais, je vous fais un petit focus sur l'éphédrine parce que si vous débutez en pression artérielle, on va le dire comme ça, c'est-à-dire que vous dites, ah bah super, à partir de ce soir, je mesure la pression artérielle, évidemment, vous allez avoir envie de pouvoir la traiter. Parce que si je vous dis à tous, allez, mesurez la pression artérielle, mais par contre, bah, si c'est hypotendu, bah, tant pis, vous n'allez pas être satisfait. Donc l'éphédrine, ça peut être votre première marche, je dirais, vers le traitement de la pression artérielle parce que déjà, on a un effet mixte. Donc, à la fois effet cardiaque avec une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de l'inotropie et un effet vasoconstricteur. Donc, on va gérer un petit peu partout. C'est une molécule qui est simple à utiliser parce que vous l'utilisez en bolus intraveineux, pas besoin d'avoir un pouce-seringue, pas besoin d'avoir un cathéter dédié, vous mettez ça dans votre cathé tout simplement. Et ça va démarrer assez rapidement dans la minute qui suit et ça va durer une quinzaine de minutes d'effet. Donc finalement, ça va couvrir certaines périodes peut-être un petit peu plus compliquées de l'anesthésie. L'avantage, c'est que du coup, c'est simple et même si vous mesurez en oscillométrique, même si vous vous êtes planté et qu'en fait l'animal il n'était pas hypotendu, vous allez induire une petite hypertension, une petite tachycardie, mais globalement, ça n'induit pas des grosses arythmies, c'est un effet qui est assez auto-limité, donc vous ne prenez pas de risque majeur. Je ne vous dirai pas la même chose si vous utilisez de la noradrénaline et que vous y allez sans mesurer précisément votre pression artérielle. Là, je pense que vous auriez beaucoup plus de soucis. Donc, facile à utiliser. Un petit inconvénient, c'est que si vous anesthésiez pendant 2 ou 3 heures un animal et que vous comptez maintenir votre pression artérielle avec de l'éphédrine, ça va être compliqué parce qu'en général, après 2 voire 3 bolus, on commence à avoir une réponse qui s'essouffle un petit peu parce qu'une partie de l'effet de l'éphédrine, c'est de la libération de noradrénaline qui est endogène. Donc l'animal lui-même va libérer sa noradrénaline et puis à un petit moment, il finit par épuiser un peu ses stocks. Donc c'est bien pour de l'anesthésie de relativement courte durée et pas pour des cas extrêmement critiques, mais finalement, dans le quotidien, c'est plutôt utile. Donc, on va l'utiliser vraiment pour ça, pour ces hypotensions qui sont induites par l'anesthésie de manière transitoire, notamment en début d'anesthésie ou avant qu'on ait un moment où on n'est pas une phase chirurgicale très stimulante, parce que bon, faut pas le dire, mais un moyen de traiter l'hypotension, parfois, bah, c'est la nociception. Hein. Quand la chirurgie commence, bah, la pression artérielle, elle augmente toute seule. Donc, c'est aussi quelque chose qui contribue finalement au maintien de la pression artérielle indirectement, enfin involontairement plutôt. Et puis on peut l'utiliser quand, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent un petit peu les péridurales. On a aussi des hypotensions par vasodilatation quand on fait des péridurales. Et donc ça peut aussi contribuer à maintenir notre pression artérielle. Donc voilà, l'éphédrine, vraiment intéressant à avoir dans sa trousse d'urgence au bloc opératoire. Après, il y a tous ces autres vasopresseurs et inotropes. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif pour ceux que ça intéresse particulièrement avec les doses qu'on utilise chez le chat notamment, et puis leurs indications principales. Je ne vais pas aller dans le détail parce que ça reste vraiment un usage qui est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais je pourrais répondre aux questions s'il y a des questions particulières sur le sujet. Donc, pour terminer sur le traitement de l'hypotension, eh bien, on va retenir que c'est un facteur de morbidité important pendant l'anesthésie, puisque si on laisse l'hypotension se mettre en place, eh bien, on perd cette autorégulation de perfusion sanguine dans les différents organes, et en particulier dans les organes qui sont plus fragiles,
c'est-à-dire qu'ils vont moins bien supporter une baisse de la perfusion sanguine, une baisse de l'alimentation en oxygène en fait pendant l'anesthésie, donc le cœur, le cerveau, le rein en particulier, qui vont être les premiers affectés. On peut assez facilement maîtriser notre pression artérielle en modulant la profondeur d'anesthésie et donc en évitant de donner à tout le monde son 2 ou son 2,5% d'isoflurane, mais vraiment en cherchant à s'ajuster, en surveillant les signes de profondeur aux besoins de l'animal. Et rappelez-vous, et je le dis en passant, un animal qui est en hypothermie, comme ça nous arrive souvent sur nos tout petits patients, son besoin en anesthésie volatile est notoirement diminué. Donc, au cours de l'anesthésie, on peut être amené à progressivement diminuer la quantité d'anesthésique volatile que l'on administre. Et puis, si on veut traiter, en plus de modifier la profondeur d'anesthésie, on va être amené soit à utiliser des fluides, soit à moduler le système nerveux autonome en utilisant des inotropes et des vasopresseurs pour les hypotensions qui ne répondent pas aussi bien. Donc, on va directement enchaîner. Et puis, j'invite à garder vos questions un petit peu dans vos notes, sur vos téléphones ou dans votre tête. Les personnes qui sont en visio aussi, hein, si vous avez des questions, je ne sais pas encore comment ça marche, mais j'ai vu des mains se lever, donc je suppose qu'il y a moyen de poser les questions. On dira à la fin. Je regarderai si elles ont été posées et puis on y répondra tous ensemble à la fin. Et donc, on va enchaîner d'emblée sur une anesthésie féline particulière qui est la cardiomyopathie hypertrophique féline et l'anesthésie des chats qui présentent une cardiomyopathie hypertrophique féline. Et vous allez voir dans la demi-heure qui va suivre que finalement, l'objet principal de la gestion de notre anesthésie chez ces chats-là, ça va être d'éviter le risque de décompensation cardiaque. Puisqu'en fait, on ne sait pas tellement si le fait d'avoir une cardiomyopathie hypertrophique chez le chat augmente le risque de mortalité pendant l'anesthésie. Personne ne s'est vraiment intéressé à cette question, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de données. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le fait d'être anesthésié est un facteur de décompensation. Et ça, on le sait parce qu'il y a une étude assez large qui a été menée, alors assez large, 120 chats, 120 chats, ça reste de l'assez large vétérinaire. Sur lequel on a étudié des chats qui présentaient une cardiomyopathie hypertrophique et qui décompensaient vers une insuffisance cardiaque. Et chez la moitié de ces chats-là, on a remarqué qu'il y avait un facteur déclenchant, un élément déclenchant qui provoquait le développement de l'insuffisance cardiaque congestive, en fait la phase clinique, le stade C. Et globalement, sur ces 120 chats, dans 14% des cas, il s'agissait d'une mise sous perfusion, d'une fluidothérapie, et dans 12% des cas, il s'agissait d'une anesthésie générale. Et en particulier, alors on n'avait pas le protocole d'anesthésie chez tous ces chats qui avaient décompensé suite à une anesthésie générale, mais sur ceux où on avait le protocole anesthésique, ils avaient tous reçu une anesthésie dissociative, soit à base de kétamine, soit à base de zolétine. Donc là, on voit déjà que finalement, ce n'est pas rien, hein, 12% des chats qui développent une insuffisance cardiaque congestive le font suite à un épisode d'anesthésie, ça fait une grosse proportion quand même. Donc, on peut supposer que c'est un facteur de risque important de décompensation. Alors, du coup, quand on fait de l'anesthésie féline, on est obligé de se poser la question. Parce que globalement, la cardiomyopathie hypertrophique féline, c'est 15% des chats, à peu près. Donc, c'est hyper fréquent. Mais ce n'est pas si simple à dépister, puisque qu'est-ce qu'on fait avant notre anesthésie? On va tous utiliser notre stéthoscope, on va tous aller chercher le souffle, le bruit de galop, la petite anomalie. Mais en réalité, on sait que 20% des chats qui ont une cardiomyopathie hypertrophique ont une auscultation parfaitement normale. Ce qui fait finalement beaucoup, hein, 20% de 15%, on en croise souvent, où on va passer complètement à côté en utilisant notre auscultation. Et puis en plus, en se basant sur l'auscultation, on sait que 30% des chats normaux ont une anomalie de l'auscultation cardiaque. Donc on va en envoyer plein en échographie qui seront parfaitement normaux. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas les ausculter, mais par contre, il faut rester humble en sachant qu'on va en louper. Si on utilise ça comme seul moyen de diagnostic, on va en louper, on va faire dépenser de l'argent à certains propriétaires pour rien, donc c'est un peu insatisfaisant. Alors, on peut se dire, on va essayer de trouver d'autres méthodes. Donc, certains se sont tournés vers les facteurs biologiques, hein, les fameux NT-proBNP, mais globalement, on n'a pas vraiment beaucoup plus d'intérêt à les utiliser en screening systématique, puisque la valeur
prédictive positive d'un test de NT-proBNP, si vous le faites, elle est de 50%. C'est-à-dire que s'il est positif, il y en a 50% des positifs qui ont vraiment une CMH et 50% qui n'ont pas une CMH. Donc, vous allez encore une fois envoyer tout le monde en écho-cardio et beaucoup de gens qui vont payer beaucoup d'argent pour finalement, la moitié, vous les enverrez pour rien. Si c'est négatif, c'est un petit peu plus réel, mais parce que finalement, c'est normal. L'essentiel de la population n'ayant pas une cardiomyopathie hypertrophique, on a des valeurs prédictives négatives un petit peu plus élevées. Donc finalement, quand on a un doute, et le doute, il faut l'avoir en particulier sur les races à risque, les Maine Coon, les Persans, les Sphinx. Quand on a un doute, le seul moyen d'avoir un avis certain, c'est de passer par l'échocardiographie. Il n'y a pas vraiment moyen d'y couper. Alors, il faut comprendre un petit peu, pour comprendre comment on va la gérer en anesthésie, il faut comprendre comment fonctionne cette maladie. Alors, moi, je ne suis pas cardiologue, donc je vais vous faire un résumé orienté sur ce qui m'intéresse en anesthésie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la CMH, c'est une maladie de la diastole. On a ce myocarde qui devient hypertrophié de manière concentrique. Donc, son premier problème, c'est qu'il n'arrive pas à se remplir. Le ventricule ne se remplit plus parce qu'il y a un défaut de relaxation qui fait que cette phase de relaxation active ne se fait pas bien, donc le remplissage initial du ventricule ne se fait pas bien. Et on a aussi un défaut de compliance, qui veut dire que même si l'oreillette cherche à pousser en se contractant, on n'arrive pas à remplir correctement ce cœur. Donc, on va avoir deux phénomènes. La première chose, une élévation de la pression à la fois dans le ventricule, mais aussi dans l'oreillette gauche qui n'arrive pas à éjecter dans le ventricule. Et donc, par effet domino, une élévation au niveau pulmonaire, et donc avec risque de l'œdème aigu du poumon dans les phases décompensées et d'épanchement pleural qui sont fréquentes chez le chat. On a aussi cet atrium qui va se dilater, qui va favoriser la création de thrombus atriaux et le risque de thromboembolie aortique quand il se développe. Et puis, ce cœur qui ne se remplit pas, du coup, il n'a pas grand-chose à éjecter. Donc, on va avoir une baisse du débit cardiaque qui peut, on va le voir, être majorée parfois lorsqu'on a une obstruction à l'éjection dans le ventricule gauche. On va en parler juste après. Et puis, ce myocarde qui est très, très épais, il a du mal à s'oxygéner correctement parce que les pressions augmentent. Donc, on a une augmentation du travail myocardique dans un myocarde qui est très épais, qui n'est pas forcément mieux perfusé. Et donc, on a un risque de développement d'arythmies qui sont fréquemment rencontrées chez le chat qui présente une CMH. Donc, je vous le disais, il y a ce cas particulier de l'obstruction dynamique à l'éjection dans le ventricule gauche, qui est cet acronyme LVOTO. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le voit ici sur ce comparatif entre une valve mitrale et une valve aortique à la sortie d'un ventricule gauche. Vous avez sur un ventricule sur un chat qui présente cette obstruction à l'éjection du ventricule gauche, vous aurez souvent donc, cet épaississement du septum interventriculaire, qui au moment de la contraction vient se refermer à proximité de la valve mitrale, et un phénomène qu'on appelle le mouvement antérieur systolique de la valve mitrale, le SAM, qui fait que puisqu'on a un rétrécissement, on a une accélération du flux qui vient entraîner une partie de la valve mitrale, et tout ça vient au moment de la systole avoir tendance à fermer la sortie du ventricule gauche. Et ça a pour conséquence d'augmenter énormément le travail du ventricule qui va devoir forcer contre des pressions très très élevées, réduire le débit cardiaque puisque forcément, puisque ça s'obstrue, on a une toute petite sortie, ça fonctionne un peu comme une sténose aortique, donc on a du mal à éjecter, on n'a pas un gros volume éjecté et ça favorise aussi l'augmentation des pressions dans l'oreillette gauche et donc tout le risque de décompensation avec une insuffisance cardiaque congestive. Les facteurs qui vont aggraver cette obstruction dynamique, ce qu'on appelle quand vous avez des comptes rendus de cardiologues, ils appellent ça un phénotype obstructif. C'est pas toutes les CMH, c'est seulement certains, mais il faut vraiment le repérer parce que ça va avoir des conséquences sur notre gestion anesthésique. C'est aggravé par l'hypovolémie, parce que moins votre ventricule est dilaté, plus il y a de chances que ça s'obstrue à la sortie. C'est aggravé aussi par la tachycardie, parce que quand on est tachycarde, le flux est encore plus augmenté, mais aussi parce que le ventricule a un volume plus réduit quand le cœur bat plus vite. C'est favorisé par une augmentation de la contractilité cardiaque, donc une inotropie positive, et par l'hypotension artérielle. Et la raison pour laquelle l'hypotension favorise ça, c'est que ça crée un très gros différentiel de pression entre le ventricule et l'aorte, qui accélère encore plus le flux d'éjection. Et donc ça favorise ce mouvement d'obstruction. Et en plus, ça crée des turbulences au niveau aortique qui peuvent altérer la perfusion coronaire du cœur et donc favoriser les arythmies, etc. Donc, tous ces phénomènes-là, la tachycardie,
L'inotropie, l'hypotension et l'hypovolémie sont des facteurs de dégradation, en particulier sur les phénotypes obstructifs de CMH. Et là, vous me voyez venir parce que tout ça, c'est des choses qui se produisent pendant les épisodes périopératoires, hein, l'hypovolémie, la tachycardie et l'inotropie avec le stress, la douleur, et puis l'hypotension artérielle avec l'anesthésie. Donc, il va vraiment falloir lutter contre tout ça. Alors, si on reçoit un chat, on sait qu'il a une CMH, ou alors on suspecte qu'il a une CMH, quels sont les éléments essentiels que l'on va devoir repérer au cours de notre examen pré-anesthésique? La première chose, et ça c'est vraiment un travail en amont, hein, c'est on a une hypertrophie du ventricule. Est-ce qu'elle est primaire? Est-ce qu'on a vraiment un chat qui a une CMH d'origine génétique? Ou est-ce qu'on a une hypertrophie qui est secondaire à une maladie, par exemple une hypertension artérielle, hypertension et maladie rénale associées potentiellement, ou une hyperthyroïdie? Si on est dans le cadre d'une intervention chirurgicale qui n'est pas urgente et qu'on détecte ces maladies chroniques, la priorité, ça va être de commencer par traiter ces maladies chroniques avant d'envisager l'anesthésie. La deuxième chose, suspicion de CMH, on passe en échocardiographie, on va aller stader le degré d'évolution de cette cardiopathie selon les stades ACVIM que vous connaissez certainement, hein, le stade B1, B2 et le stade C où on est vraiment en phase décompensée. On va s'informer sur le phénotype cardiaque. Est-ce que c'est un phénotype obstructif ou est-ce que ce n'est pas un phénotype obstructif parce qu'on ne va pas le traiter exactement de la même manière. Et puis l'état d'évolution, le degré de congestion, si on est en phase avancée, est-ce qu'on a une dilatation atriale? Quelle est la fonction atriale? Est-ce qu'on a toujours une contraction atriale correcte? Et aussi, est-ce qu'il y a des traitements en cours? Parce que finalement, la plupart de ces chats qui ont une CMH avancée déjà en stade B2, donc c'est-à-dire qu'on a une dilatation auriculaire, on va les mettre sous anticoagulants, ce qui est quand même un élément à prendre en compte en périopératoire. Et puis certains qui développent des arythmies, notamment quand on a des phénotypes obstructifs, sont parfois mis sous bêta-bloquants. Donc, il va falloir considérer ces traitements en période périopératoire. Comment on va les gérer, ces traitements? Eh bien, le traitement qu'on retrouve le plus souvent chez ces chats cardiopathes, ce sont les antithrombotiques. Désolée pour la petite faute de frappe. Alors, ils sont en général, dès le stade B2, ils sont quasiment tous mis sous antithrombotiques. Ce qu'on rencontre le plus, c'est le clopidogrel. Parfois, ceux qui ont déjà eu des TEA précédemment vont être sous bithérapie avec le clopidogrel aspirine ou parfois avec du Xarelto. Donc, sur les anti-plaquettaires, enfin le clopidogrel et l'aspirine, on a un consensus qui a été édité il y a quelques années maintenant, hein, qui nous indique comment gérer ces traitements en phase périopératoire. Et globalement, si le risque de thromboembolie artérielle est élevé, il faut les conserver. En tout cas, on en conserve un. S'il y a une bithérapie, on en conserve un seul. En général, on conserve le clopidogrel. Et un chat qui est en stade B2, donc qui a une dilatation atriale, il est considéré comme un risque élevé de thromboembolie artérielle. Et donc, on conserve le clopidogrel en phase périopératoire. Ça veut dire qu'il peut aussi saigner plus. Donc, on va le conserver. Bah, moi, je ne suis pas le chirurgien, mais je vais voir le chirurgien. Je lui dis, il va falloir faire attention à ton hémostase, en particulier s'il s'agit d'une chirurgie plus invasive, hein, une laparotomie, voire plus. Et à côté, il va falloir prévoir comment on va gérer si ça saigne, donc prévoir la transfusion, prévoir éventuellement une transfusion plaquettaire, enfin de sang total. Donc on sera attentif à ça. Si on a un animal qui est à risque de thromboembolie faible, en général, il n'est pas sous anticoagulant. Mais si jamais il a été mis, dans ce cas-là, pensez bien que si vous voulez arrêter ces traitements-là, il faut les arrêter 5 à 7 jours avant la chirurgie pour retrouver une fonction plaquettaire suffisamment correcte. On n'a pas de consensus sur l'utilisation du Xarelto, qui est un petit peu moins utilisé dans ce contexte-là, même si ça commence à se rencontrer de plus en plus. Globalement, l'idée, c'est que si on a un risque hémorragique qui est important, c'est-à-dire ouverture soit une chirurgie très invasive, ouverture de la cavité abdominale, retrait d'organes, des choses comme ça, dans ce cas-là, on peut l'arrêter 2 jours avant, 24 heures avant, et on peut le remplacer par des anticoagulants avec des héparines de bas poids moléculaire qui vont être un petit peu plus faciles à gérer pendant la période périopératoire, parce qu'on les administre plusieurs fois par jour, donc on peut finalement faire la chirurgie en fin d'action et on a moins de saignements qui sont associés à ces héparines-là. Donc, on peut, pendant la phase périopératoire, les utiliser. Mais il n'y a pas de consensus très franc chez le chat sur ces traitements-là. Les autres traitements, diurétiques, bêta-bloquants, en général, on ne les arrête pas. Les diurétiques, en général, quand ils sont mis, c'est qu'on est déjà en insuffisance cardiaque congestive, en stade C. Donc, ce n'est pas ceux que vous allez envoyer en anesthésie en général le plus facilement. Hein. Ce n'est pas des cas simples à gérer.
normalement, il n'y a pas vraiment de raison de les mettre sous diurétique avant. Par contre, s'ils ont été mis sous bêta-bloquant, vous les continuez tels quels pendant toute la période périopératoire. Pas de modification. Alors, en pratique, comment on anesthésie un chat dans ce contexte-là? Donc, l'essentiel, je vous l'ai dit, hein, tout ce qui est stress, douleur, tout ce qui va augmenter la consommation en oxygène du myocarde, sur ce myocarde épais, sensible aux arythmies, ce n'est pas une bonne idée. Donc, il faut vraiment avoir une approche le plus cardio-friendly ou cat-friendly, les deux vont ensemble pour le coup, possible. Ça peut passer, notamment sur les chats un petit peu plus compliqués, par une prémédication avant l'admission à la clinique. Donc la gabapentine, je pense qu'aujourd'hui vous avez tous entendu parler des bienfaits de la gabapentine pour tranquilliser les chats. Ça marche très bien en dosage enfin, globalement au-delà des doses normalement prescrites pour d'autres indications, donc 30 mg kilo, globalement pour un chat, une ou deux gélules de 100 mg. C'est assez efficace. Et ça a très peu d'impact cardiovasculaire. Ça va baisser un petit peu la fréquence cardiaque, baisser un petit peu la pression artérielle, mais surtout par rapport à un chat stressé, globalement. Donc, ça va nous ramener dans des valeurs plus convenables et ça va nous permettre d'utiliser beaucoup moins d'autres anesthésies. Sur les chats qui sont sympas, on va essayer de se limiter à des anesthésies qui ont très peu d'effets cardiovasculaires, en particulier les morphiniques, qui sont très bien tolérés, méthadone, butorphanol, qui vont être les plus utiles pour la phase anesthésique parce que ce sont des molécules qui sont assez sédatives. Alors, on réservera la méthadone pour tout ce qui est douloureux, le butorphanol, pas trop d'effet analgésique, donc c'est vraiment pour de la sédation ou de l'anesthésie procédurale où il n'y a rien de très douloureux. Et on peut éventuellement associer des benzodiazépines, le midazolam par voie IV ou IM, ou éventuellement le diazépam par voie IV uniquement. Alors, les benzodiazépines, elles sont surtout intéressantes si vous avez des animaux qui sont déjà assez débilités. Parce que si vous utilisez une prémédication midazolam ou diazépam morphinique sur un chat qui va parfaitement bien, en général, vous aurez des effets paradoxaux assez marqués, avec des chats qui ont un petit peu pété un plomb. Voilà. Donc, c'est vraiment, par contre, en revanche, si vous êtes sur des animaux qui sont franchement déjà débilités et que vous voulez avoir une bonne sédation, ça marche très, très bien. Donc, les très, très, très âgés, ceux qu'on va appeler gériatriques, parce que quand vous les voyez, vous ne pouvez pas les appeler autrement, hein, qui sont déjà un petit peu roulants, ou ceux qui sont très malades. Par contre, évidemment, on a tous dans notre clientèle des chats qui ne sont pas des chats super sympas, et il va quand même falloir les sédater à un moment cela. Et la sédation profonde, la plus cardio-friendly, telle qu'elle a été évaluée, c'est-à-dire qu'elle modifie assez peu les paramètres hémodynamiques, mais tout en ayant un chat qui est quasiment anesthésié, en fait, on peut en faire ce qu'on veut, c'est l'association morphinique-benzodiazépine. Vous allez aller un petit peu au sommet des doses habituellement utilisées, là, sur lequel vous rajoutez une très faible dose de kétamine ou d'alfaxan. Alors, bien sûr, les doses que je vous ai mis là, c'est des doses par voie intramusculaire, parce que là, on parle du chat, on est obligé de sédater pour avoir une voie veineuse. Si on a déjà une voie veineuse, on n'a pas besoin de passer par là. On passera avec une petite sédation et l'induction directement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, surtout pas de kétamine, hein, mais là, on est à des doses extrêmement faibles. 1 mg par kilo en IM, c'est de la dose quasi analgésique. On n'est plus du tout dans des doses anesthésiques, donc on n'aura pas d'effet indésirable. Ce n'est pas de l'anesthésie fixe. Ça va vraiment juste stabiliser les effets sédatifs des morphiniques et des benzodiazépines. Et puis, il y a le point dont on n'a pas parlé jusque-là, on l'avait mis un petit peu sous le tapis parce que pendant très longtemps, on a bien expliqué à tout le monde que animal cardiopathe, alpha 2, c'est non. Mais les choses changent. Les choses changent, nous aussi, on se modernise. Et en fait, on a découvert des choses assez intéressantes avec la médétomidine. Alors, clairement, on n'est pas du tout dans les dosages qui sont utilisés dans le RCP. Hein. On ne va pas utiliser des doses très élevées, mais quand même, ce n'est pas des doses ridicules. Et ce dont on s'est rendu compte en faisant des études d'échocardiographie et d'échodoppler, c'est que quand on prend des chats qui ont des cardiomyopathies hypertrophiques et qui présentent ce phénotype obstructif avec l'obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche et qu'on les met sous médétomidine, on a une disparition de cet effet d'obstruction et une amélioration de l'hémodynamique à la sortie du ventricule gauche. Alors, ça n'augmente pas franchement énormément le débit cardiaque, mais on a beaucoup moins finalement de travail du ventricule gauche parce que l'éjection se fait plus facilement. Et l'étude qui a été faite, elle a été faite, celle que je vous montre là, mais il y en a une autre qui a été refaite une quinzaine d'années plus tard. Elle a été faite avec des doses de 20 microgrammes kilo et la deuxième avec des doses de 40 microgrammes kilo. Des doses qui sont
franchement, très élevés. On obtient des résultats très intéressants, même avec des doses plus faibles et qui seront, moi, je vous préconise plutôt de passer sur du 3 à 10 microgrammes par kilo, qui est un petit peu plus raisonnable, notamment si vous êtes sur des cardiopathies qui sont un peu plus avancées. Pourquoi ça marche? Eh bien, d'une part, parce que ça réduit la fréquence cardiaque, donc le ventricule se remplit beaucoup mieux, et aussi parce qu'on a la médétomidine, c'est à la fois bradykardisant, mais c'est aussi très hypertenseur, et donc ça va augmenter votre pression artérielle, et le différentiel entre le ventricule, la pression ventriculaire et la pression artérielle est beaucoup moins important. Donc en fait, on a un flux qui est beaucoup plus laminaire, qui est beaucoup plus efficace. Donc finalement, eh ben, on a changé notre manière de voir les choses et aujourd'hui, on considère que la médétomidine, sur les stades B1 clairement, voire B2 pas en train de décompenser, ça peut être franchement intéressant, mais quand on a un phénotype obstructif, d'où l'intérêt d'avoir vraiment une échocardiographie qui est ciblée sur l'évaluation de cet aspect-là. Pour ce qui est induction et entretien, rien d'extraordinaire, hein, réellement. On va respecter les bonnes pratiques de prise en charge d'un animal, donc préoxygéner, s'assurer finalement d'éviter les phases d'hypoxie qui seront moins bien tolérées par ce myocarde très, très hypertrophié. Préoxygéner, induire en titration, donc on induit par voie intraveineuse, pas en IM, pas en gazeuse, surtout pas en gazeuse parce que les chats paniquent complètement quand on fait ça. Donc en IV, tranquillement, avec du propofol ou de l'alfaxalone. Éventuellement, on peut utiliser des co-inductions si on est habitué à le faire, avec des benzodiazépines qui vont être utilisées en même temps que le propofol ou l'alfaxan, ou avec du fentanyl si on veut vraiment potentialiser notre analgésie, et qui vont permettre de réduire considérablement les doses d'inducteurs que l'on utilise. En entretien, pas de préférence. Globalement, je pense que la plupart d'entre vous utilisent de l'anesthésie volatile. Il n'y a pas de problème à l'utiliser si tant est qu'on essaye d'utiliser la dose minimale efficace. Je vous en ai déjà parlé. On intube, on oxygène et on surveille. Comme dans toute anesthésie qu'on veut contrôler, il faut surveiller ce qui se passe parce que ce n'est pas marqué sur la tête du chat les complications qui vont se produire pendant l'anesthésie, ce n'est pas écrit à l'avance. Donc on surveille la fréquence cardiaque, bien sûr, la présence d'arythmie grâce à un ECG, l'oxygénation, la capnographie et la pression artérielle, puisqu'on veut chez ces chats-là absolument éviter les hypotensions chez tout le monde, mais en particulier chez eux, on va vraiment maintenir des pressions au-dessus de 70. Et tout ça va être permis par la mise en place d'une bonne analgésie basée sur l'utilisation de morphinique, voire d'anesthésie loco-régionale si vous les maîtrisez. Ce qu'on va éviter absolument, les anesthésies fixes, qui sont vraiment à bannir chez les chats qui présentent une cardiomyopathie hypertrophique. Et alors ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu, mais soyez très méfiants avec l'atipamésol. L'atipamésol, donc l'antisédant, c'est une molécule qui est extrêmement vasodilatatrice. Quand vous l'utilisez, surtout si vous l'utilisez juste à la fin de l'anesthésie, il y a encore un petit peu d'hypotension liée aux anesthésiques volatiles. Et là, vous avez des hypotensions majeures qui peuvent se développer, donc qui seraient susceptibles d'être très mal tolérées chez ces chats-là. Donc il vaut mieux utiliser des plus faibles doses d'alpha-2, de médétomidine, et éviter d'utiliser de l'atipamésol en post-opératoire. La gestion de la fluidothérapie, elle va être plutôt conservative. Vous savez que les débits habituels qui sont préconisés maintenant chez le chat, c'est 3 ml par kilo et par heure pendant une anesthésie en débit basal. On va être souvent un petit peu plus conservateur, autour de 2 ml par kilo et par heure. Surtout, finalement, il faut quand même perfuser ces animaux. Il ne faut pas chercher à les mettre en hypovolémie en se disant on n'aura pas d'œdème pulmonaire, ça ne marche pas. Et au contraire, c'est moins bien parce que, je vous le disais, l'hypovolémie, le ventricule qui se retrouve beaucoup plus petit, c'est un facteur de risque chez ces chats-là parce que on augmente le risque de phénotype obstructif, d'obstruction, et puis aussi parce que finalement, comme le ventricule a du mal à se remplir, on a besoin d'une précharge qui soit suffisamment maintenue pour réussir à le dilater un petit peu. Donc surtout, on ne les veut pas en hypovolémie, donc on va perfuser. Ce qu'il faut éviter, c'est les augmentations brutales de la volémie. Donc on ne fait pas de gros bolus rapides ou de perfs laissées ouvertes de manière inattentive parce que ce ventricule, il ne va pas réussir à adapter une augmentation brutale du retour veineux. Donc on y va tranquillement. Mais s'il y a des hémorragies, il va falloir les corriger quand même. Alors, on peut les corriger probablement à la même vitesse que ce qu'elles se produisent globalement, mais si on a un animal hypovolémique et qu'on veut le corriger, on ne va pas le faire en 10 minutes. On va en général plutôt étaler un petit peu plus sur 20-30 minutes, voir comment ça se passe, évaluer éventuellement les signes aussi de volémie, donc à la fois les signes cliniques, on en a parlé tout à l'heure, le pouls périphérique,
Ça peut être aussi les signes biologiques dont on a parlé, les lactates, l'évolution des lactates au fur et à mesure du temps, ou si vous avez la possibilité, les signes échographiques. Donc, allez regarder au niveau du thorax à quoi ressemble votre oreillette gauche. Est-ce qu'elle est très dilatée? Est-ce qu'elle n'est pas du tout? Est-ce que votre cœur paraît tout vide? Ou est-ce qu'au contraire, il est suffisamment rempli? Allez regarder le ratio entre la veine cave caudale et l'aorte, qui doit être normalement à peu près de la même taille. Si vous avez une veine cave caudale qui est toute petite à côté de votre aorte, vous pouvez le regarder au niveau abdominal. Ça peut être un signe d'hypovolémie. Donc, on va essayer en fait de combiner un petit peu tous ces signes pour améliorer au mieux, optimiser au mieux notre volémie. Les objectifs pendant notre phase de pilotage de l'anesthésie, qu'est-ce qu'on va chercher à avoir? Maintenir une fréquence cardiaque pas trop basse, parce qu'on l'a vu au-dessous de 80, on a du mal à maintenir la pression artérielle, mais surtout pas trop élevée. La tachycardie, c'est délétère lors de cardiomyopathie hypertrophique, donc on va plutôt chercher à maintenir une fréquence cardiaque plutôt dans la limite basse, autour de 100-120, c'est bien. La pression artérielle moyenne au-dessus de 70 mm de mercure, une volémie normale, et surtout, pas de stress, pas de douleur, donc une très bonne analgésie. Les complications anesthésiques qu'on est susceptible de rencontrer, l'hypotension, comment on la gère dans le cas particulier de la cardiomyopathie hypertrophique? Eh bien, déjà, on va aller regarder ce qui se passe au niveau fréquence cardiaque. Est-ce qu'on n'est pas trop bas? On peut essayer de réajuster, mais tout doucement. On va utiliser du glycopyrrolate. Ça a un effet qui est un peu moins intense que l'atropine. Donc, on va souvent avoir une augmentation de fréquence cardiaque qui sera moins élevée. Allez-y doucement parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec un chat à 180 ou 200 de fréquence cardiaque. Donc, 5 microgrammes kilo, vous attendez 5 minutes. Des fois, c'est vraiment long à répondre. Et au bout de 5 minutes, vous pouvez refaire un bolus si ça ne suffit pas. Ajustez votre volémie en remplissant tranquillement si vous pensez qu'il y a une hypovolémie. Et si ça ne fonctionne pas, on va passer sur les vasopresseurs. Et là, ça dépend un petit peu du phénotype. Alors, en général, sur les CMH, la règle, c'est d'éviter d'augmenter l'inotropie. Donc, éviter d'augmenter trop la fréquence cardiaque et éviter de l'inotropie. Donc, souvent, l'idéal, c'est d'aller plutôt sur des vasopresseurs. Donc, éventuellement, l'éphédrine si vous l'avez sous la main, mais ça a aussi des effets inotropes. Mais ce que vous pouvez avoir sous la main, c'est la médétomidine finalement. La médétomidine, c'est une molécule qui peut augmenter gentiment, si vous l'utilisez à toute faible dose, 1 microgramme par kilo. Ça va avoir un effet vasoconstricteur. Ça peut augmenter un petit peu votre pression artérielle de manière intéressante, tout en maintenant une fréquence cardiaque pas trop élevée. Ça peut être aussi utilisé en perfusion continue à très basse concentration, 2-3 microgrammes par kilo et par heure. Donc, ça n'a pas trop d'effet sédatif, mais ça peut aider à maintenir la pression artérielle. Donc, c'est un truc qu'on peut avoir sous la main. Chez le chat, et ça, c'est une particularité, en fait, il y a une étude qui a été menée chez les chats qui présentait une CMH. Et dans le cas où il n'y a pas de phénotype obstructif, donc pas d'obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche, on a ce qui fonctionne le mieux pour améliorer le débit cardiaque et améliorer la pression artérielle, c'est la dopamine, qui pourtant est plutôt un inotrope positif, donc on aurait plutôt tendance à ne pas prescrire en première intention. Mais en l'occurrence, comparé à des vasopresseurs, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc là, vraiment, deux cas de figure. Le phénotype obstructif ou ce qu'on a sous la main et qui est le plus pratique à utiliser, c'est probablement la médétomidine en perfusion continue. Et puis, dans les cas où on n'a pas de phénotype obstructif, là, c'est la dopamine qui est un petit peu plus compliquée du coup à utiliser puisqu'on est sur de la perfusion continue en plus. Autre complication que l'on rencontre sur les CMH, les tachycardies, que l'on veut éviter, qui sont particulièrement dangereuses lors de phénotypes obstructifs. On va les traiter principalement en ajustant notre analgésie. Ce qui est très, très efficace en morphinique pour faire baisser la fréquence cardiaque, c'est le fentanyl. Ça marche quasiment à tous les coups. Et si votre tachycardie est associée à un état d'hypotension et que votre volémie est correcte, vous pouvez utiliser la médétomidine. Ça ralentit franchement la fréquence cardiaque. C'est très, très efficace, même à très faible dose. Si vous avez des arythmies, on en rencontre très souvent chez le chat qui a une cardiomyopathie hypertrophique, mais la plupart, elles sont sans conséquences hémodynamiques et on ne va rien faire dessus. On va les observer comme des étrangetés de l'ECG et on va surtout rien toucher. Vous observerez comme ça soit des petites extrasystoles ventriculaires qui apparaissent à droite à gauche, soit voire même parfois sur des fréquences cardiaques basses, vous aurez une fréquence qui oscille entre un rythme sinusal et puis il y a des moments, hop, ça devient ventriculaire, mais à peu près à la même vitesse et hop, ça repasse en sinusal. Et vous le voyez parce que
votre petit QRS de chat, bah, il change un peu de forme au fur et à mesure du temps. Si votre pression artérielle est maintenue, si votre fréquence cardiaque est correcte et si vous avez un pouls associé, ne changez rien. Ça va être toléré et ça va bien se passer. Par contre, si vous avez un chat qui développe des arythmies sévères, eh bien là, vous pouvez être amené, une fois que vous avez géré correctement votre analgésie, stabilisé l'anesthésie en elle-même, on peut être amené à la traiter directement. Une arythmie sévère, ça va être une arythmie avec des extrasystoles ventriculaires qui sont très polymorphes, très fréquentes, très rapides et surtout qui ont un impact sur le débit cardiaque, qui vont baisser la pression artérielle ou qui font qu'on ne sent plus bien le pouls en périphérie. Et dans ce cas-là, on peut utiliser de la lidocaïne. Oui, chez le chat aussi. Et en nivellante, par contre, vous y allez doucement sur 5 à 10 minutes. Et on peut continuer avec une perfusion continue de lidocaïne. À la fin de l'anesthésie, atterrissage en douceur. Encore une fois, l'idée, c'est de réduire le niveau de stress. Vous vous souvenez de la première diapo, je vous ai dit, en général, les chats qui ont une CMH, ils ne meurent pas plus pendant l'anesthésie. Par contre, ils sont à risque de décompenser. Et donc, c'est vraiment derrière où il va falloir les surveiller de près en limitant donc, tout ce qui est stress et douleur. Gérez bien votre analgésie, environnement cat-friendly, toutes les petites phéromones qui vont bien si vous voulez, les petites caresses, le propriétaire qui vient lui rendre visite. On arrête les perfusions intraveineuses dès que possible, dès que ça n'est pas indispensable à la survie du chat, et ben on n'en fait pas. Et puis, en termes de surveillance, si c'est un animal hospitalisé et que vous devez le maintenir sous perfusion, surveillez évidemment la fréquence respiratoire, qui est un bon témoin de début d'insuffisance cardiaque chez le chat. Et puis, si vous avez la possibilité, faites une surveillance du rapport atrium gauche sur aorte, le fameux rapport AG sur AO, pour vérifier si on n'a pas d'augmentation de la taille de l'oreillette qui pourrait signer un début d'insuffisance cardiaque congestive. Donc, s'il faut résumer tout ça, les 4 piliers de l'anesthésie chez un chat qui présente une CMH, c'est vraiment cette approche le plus cat-friendly possible, limiter le stress, limiter la douleur, ajuster son anesthésie en éliminant tout ce qui est anesthésie fixe, anesthésie dissociative, et on va faire de l'anesthésie bien gérée, bien menée, surveiller toute notre pression artérielle, nos fréquences cardiaques, bien sûr. Pensez à cette médétomidine sur les phénotypes obstructifs qui peuvent être peut être intéressants. Maîtriser la volémie, ni trop peu. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder en évitant les bolus rapides. Et puis, maintenir la pression artérielle et surveiller l'électrocardiogramme. Donc, on va terminer sur ça, sur la cardiomyopathie hypertrophique. Je vais maintenant laisser. Je vais peut-être regarder juste s'il y a des questions qui ont été posées. Est-ce que quelqu'un, Manoli peut-être, est-ce que tu sais comment on regarde s'il y a des questions posées sur le. Ah, je ne t'entends pas. On ne voit pas. OK. Alors, le temps que tu te prépares mentalement, je vais déjà vous demander est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu pour l'instant? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interrogent ou. Non, c'est calme. Alors, je vais laisser la parole à Liliana Rolfi, qui va vous parler cette fois-ci de la gestion anesthésique du chat en insuffisance rénale. Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler très vite de la gestion périanesthésique sécurisée du chat atteint d'insuffisance rénale chronique. Alors, quand on parle d'insuffisance rénale chronique, on parle de la réduction des débits de filtration glomérulaire qui persistent depuis 3 mois, avec la présence de lésions persistantes, structurelles et aussi fonctionnelles de notre ventre. La définition chez les chats, selon les ISFM, che c'est le Consensus Guideline on the Diagnosis and Management of Feline Chronic Kidney Disease, ça peut être à peu près similaire à la similitude avec la définition d'insuffisance rénale chronique chez les humains. Alors, c'est très important de savoir que les patientes en attente d'insuffisance rénale chronique, ça peut être beaucoup asymptomatique. Donc, parfois, c'est difficile de savoir si notre patiente c'est potentiellement une insuffisance rénale chronique. Dans des articles, notamment, moi j'ai trouvé un article très récent de Greco et al. De 2025 à notre De Marino de 2014 qui dit que la MRC, la maladie rénale chronique, c'est fréquent chez les chats âgés et c'est souvent associé avec les maladies articulaires chroniques.
il y a beaucoup d'animaux qui sont considérés comme sains, qui n'ont pas de symptomatologie clinique, qui en réalité présentent une attente rénale subclinique non dépistée. Et si on va rechercher dans une façon très accurée, genre avec de l'imagerie, avec un profil biochimique complet, et aussi avec la densité urinaire spécifique, on peut trouver des chats qui présentent les stades initiaux des maladies rénales chroniques. On a quand même une prévalence des races. En général, les races les plus qui présentent MRC, ils sont surtout les British Shorthair, les Siamoises et les Persiennes. On a un pic dans la manifestation des MRC chez les chats entre les 10 et les 12 ans. Alors, l'histologie, en général, on a vraiment différentes histologies. On peut avoir des causes vasculaires, des causes glomérulaires. On peut avoir aussi des maladies tubulo-interstitiales. Mais en général, les causes sont diverses. On a dans tous les sens une inflammation tubulo-interstitielle auto-entretenue avec une fibrose interstitielle irréversible et une perte progressive de la fonction rénale. En général, au niveau histologique, on voit une fibrose tubulo-interstitielle, on voit quand même la présence d'une série de lésions rénales. Alors, on a la classification IRIS selon International Renal Interest Society, dans laquelle on peut identifier la maladie rénale chronique selon 4 étapes différentes. On a le stade 1, dans lequel on a la créatinine sérique inférieure à 1,6 mg sur décilitre, qui sont notre 16 mg sur litre, dans laquelle on peut avoir un animal asymptomatique avec un SDMA plus bas que 14 micromètres sur décilitre, après un stade 2, dans lequel on commence à avoir une azotémie légère, et on peut faire un substaging avec la protéinurie entre le stade 1 et le stade 2, et après on a un stade 3, un stade 4, dans lequel on a une augmentation progressive de la créatinine, dans laquelle on commence à avoir quand même des symptomatologies cliniques très importantes comme l'amaigrissement, la polyurie, la polydipsie, l'anorexie, les vomissements, la présence de gastrite, la présence d'anémie et tout ça, et dans laquelle le pronostic c'est beaucoup plus engagé. Bon, comme j'ai anticipé, la MRC, c'est une maladie systémique. Malheureusement, ça affecte beaucoup des compartiments chez notre chat. Ça peut être cardiovasculaire parce que malheureusement, les chats en attente des maladies rénales chroniques, ils sont beaucoup plus hypertendus que d'habitude. Malheureusement, un chat en attente des maladies rénales chroniques a une réduction de l'expression de la gastrine, donc on peut voir quand même des régurgitations, des vomis et tout ça. Parce que le rein, c'est très important dans l'équilibre acido-basique, on a quand même un risque de déséquilibre électrolytique et métabolique avec des altérations de notre électrolyte principal, comme une hypercalémie, une hypocalémie, des variations au niveau des calcémies et tout ça. On a quand même aussi des variations d'hématologie. Parfois, on a une anémie chronique pour les déficits de la production d'érythropoïétine. Donc, on sait aussi, j'ai fait vraiment vite la physiologie du rein. On a parlé aujourd'hui beaucoup de pression, de régulation, de pression et tout ça. Donc, je voudrais que vous sachiez que le rein, il a une très bonne capacité d'autorégulation de son perfusion rénale et filtration glomérulaire entre un range de pression artérielle moyenne plutôt importante, donc entre à peu près 60-65 mm par mercury jusqu'à 160-170, dans laquelle les fonctions rénales, la perfusion, les débits d'oxygène et tout ça, ils sont préservés entre ces ranges. Par contre, on a des valeurs dans lesquelles plus bas que 60 ou dans les cas des hypertensions, dans lesquelles la capacité déséquilibrée et de régulation du rein, ça commence à être perturbée. Il faut aussi savoir que, notamment, comme on a parlé avant, même si on veut viser une pression artérielle moyenne de 70, dans certains patients, ça peut être pas suffisante, notamment chez les patients hypertendus, comme ça peut être un patient rénal
qu'il est très hypertendu, avoir une pression artérielle moyenne plus bas que 70, ça peut être malheureusement insuffisant parce que, comme vous voyez, ici on a la courbe de régulation des perfusions et du débit d'oxygène rénal. Dans les cas, dans un rang qui est habitué à travailler à des pressions artérielles moyennes plus haut que d'habitude, la courbe c'est plutôt transportée vers les doigts et donc en pression artérielle moyenne de 70, ça peut être insuffisant. Donc, il faut viser des pressions artérielles moyennes, pas plus bas que les 20% de la pression artérielle moyenne d'habitude chez un chat régulier. Aussi, les patients obèses, malheureusement, je veux aussi que vous savez que les patients aussi obèses, parfois, ils sont hypertendus parce qu'ils ont un système sympathique beaucoup plus stimulé. Ou aussi les patients diabétiques dans lesquels on a une fibrose, une altération de la membrane glomérulaire. Donc, quand on s'approche chez un patient qui ça peut être une attente de maladie rénale, c'est important de faire un checklist pré-anesthésique de sécurité. Il faut vraiment évaluer l'hydratation de notre patient parce que le but de notre anesthésie, c'est de mettre en anesthésie un animal euvolémique, bien perfusé. On veut lui garantir un bon fluidothérapie, de bonnes valeurs presseurs, mais surtout avec les perfusions, une bonne perfusion rénale et un bon débit d'oxygène. Donc, il faut faire une bonne évaluation clinique rigoureuse. Regardez la plie de peu, les muqueuses, les tempes de remplissage capillaire. Il faut faire être de bons cliniciens, donc regarder l'hémodynamique, la pression artérielle, la sculptation cardiaque. Il faut voir un bilan hématologique et biochimique complet et aussi de l'électrolyte et regarder le status acido-basique si c'est possible avec un gaz puissant. Donc, c'est très important quand on a un chat en attente de maladies rénales chroniques de l'hospitaliser au moins 6-24 heures avant l'anesthésie. Comme ça, on peut quand même lutter contre les potentiels risques de déhydratation, parce qu'on peut avoir des patients déhydratés qui ont polydipsie, polyurie, qui sont maigris, qui ont un body condition score plus bas que la normalité. Aussi, le fait qu'on met notre patient en jeûne prolongé, ça peut quand même jouer en déhydratation. Et on peut avoir aussi des patients qui ont des régurgitations, des nausées. Donc, c'est bien de mettre notre patiente, s'il présente des problèmes de troubles gastriques, de mettre sur antiemétique. Donc, mettre notre patiente à 6-24 heures avant la chirurgie en fluidothérapie. Il faut mettre la mise en place, ça doit être intraveineuse. Bien sûr, pas subcutanéo, des choses comme ça, mais il faut mettre un cathéter intraveineuse et perfuser notre patient. L'idéal, c'est adapter un débit des fluidothérapie entre 2-3 ml/h, plus place à l'éventuelle correction des pertes. Ça veut dire qu'on peut estimer les pertes de notre patiente et regarder la plie de la peau, regarder les muqueuses s'ils sont sèches, regarder si on a quand même les yeux de notre patiente enfoncés, rentrés, et regarder aussi s'il y a des symptomatologies, des symptômes d'hypovolémie ou d'hypotension. Il faut corriger ces pertes dans à peu près le temps qu'on a hospitalisé notre patient pour la fluidothérapie intraveineuse. La fluidothérapie recommandée, c'est surtout les riges lactates. Il faut éviter la solution physiologique NaCl de chlorure de sodium 0,9% parce que malheureusement, ça peut entraîner des acidoses hyperchlorémiques et avec sa présence de sodium, ça peut quand même perturber le système de contrôle tubulo-glomérulaire et ça peut entraîner en vasoconstriction. Donc, c'est important, si c'est possible, d'utiliser des plasma light, des riges lactates et tout ça. C'est très important aussi d'éviter l'hypovolémie et l'hypoperfusion, mais aussi l'hypervolémie. Parce qu'une fois que notre patient il est euvolémique, il est bien perfusé, on ne doit pas noyer notre patiente sereine dans une fluidothérapie excessive. Parce qu'en général, les patients en insuffisance rénale chronique, ils ont une protéinurie en réduction de l'albumine. Les protéines sont très importantes pour maintenir la pression oncotique. La pression oncotique, c'est la pression responsable pour maintenir
la fluidothérapie dans les compartiments intravasculaires, avec une réduction de la pression oncotique, dans laquelle les albumines ont un rôle important. Et malheureusement, dans la maladie rénale chronique, on a des glomérulopathie, dans laquelle on a la perte des albumines, des macromolécules de l'albumine et tout ça. On a un risque quand même dans laquelle la fluidothérapie qu'on veut donner au niveau intraveineux, ça va migrer au niveau interstitial, du compartiment interstitial. Ça peut entraîner des congestions des parenchymes rénales, mais surtout des édèmes. Donc, c'est très important de ne pas noyer notre patiente dans la fluidothérapie. Parce que la fluidothérapie, c'est en médecine, mais ça peut être aussi ça peut avoir aussi des effets négatifs. Donc, MRC chat, le RAN est un équilibre fragile. L'objectif de notre anesthésie, c'est une anesthésie sur bonne perfusion et pression artérielle stable. C'est important de fournir à notre animal aussi un bon analgésie parce que les douleurs et les stress chirurgicaux, ils ne sont pas bien. On dit, on a un animal à insuffisance rénale chronique. Je ne veux pas qu'il ait hypotendu. Donc, ça peut être que les douleurs en association intraopératoire sont bien. Pas du tout. Parce que les catécholamies, la tachycardie, ça peut entraîner des variations de pression artérielle très importantes qui sont un vrai risque pour les reins. Et ça va augmenter quand même le stress chirurgical et physiologique de notre patient. Donc, en général, dans tout notre patient, mais surtout avec un patient vieux, avec des comorbidités, on doit donner un bon analgésie intraopératoire et post-opératoire. Donc, c'est pour ça qu'on doit donner une analgésie multimodale. Donc, l'utilisation de plusieurs médicaments et analgésiques au niveau intraopératoire pour balancer les effets négatifs et positifs que notre médicament peut avoir, pour donner une meilleure stabilité hémodynamique et une meilleure protection rénale. En général, choix des médicaments, on a les evergreen, qui sont safe, ils vont bien dans beaucoup de patients, pas tout, mais dans une bonne majorité, comme les opioïdes. Les opioïdes, c'est notamment connu qu'ils n'ont pas des effets directs significatifs sur la filtration glomérulaire ni la perfusion rénale. Ça peut donner un bon analgésie, il a un effet max sparing, donc il réduit la concentration alvéolaire minimale de notre anesthésique volatile, comme l'isoflurane et le sévoflurane. Donc, il peut entraîner une bonne stabilité hémodynamique. On a les agonistes purs, comme la morphine, comme le méthadone, le fentanyl, qui sont plutôt indiqués chez les chirurgies douloureuses, genre en orthopédie, en ovariectomie, parce qu'il est douloureuse. Donc, tout ça. Après, on a les butorphanol, qui sont kappa-agonistes, mu-antagonistes, qui ça peut avoir un bon effet sédatif. Donc, on peut utiliser sur toutes les procédures de sédation qui ne sont pas très douloureuses. Enfin, on a la buprenorphine, qui est plutôt bien. Il a un effet de moyenne analgésie. On peut utiliser dans les chirurgies d'extraction dentale avec une anesthésie loco-régionale ou dans les chirurgies des yeux qui ne sont pas trop douloureuses et qui marchent plutôt bien chez les chats. Après, on a les benzodiazépines. Les benzodiazépines sont des bons anxiolytiques, des bons sédatifs et ont des effets cardiovasculaires minimaux. Ils n'ont pas un effet analgésique. Ils sont excellents pour la prémédication, mais il faut éviter seul parce qu'on a un risque d'excitation paradoxale, surtout chez les chats. Donc, ils sont bien avec l'utilisation d'une morphinique place en sédative comme prémédication. Ça peut être utilisé en conduction, notamment après l'alfaxane ou le propofol quand notre patient est relaxé. La seule chose, c'est que les benzodiazépines, ils s'attachent beaucoup à les protéines hématiques. Donc, en général, si on a un patient en stade rénal terminal ou plutôt engagé avec une réduction de la concentration des protéines au niveau hématique, c'est mieux quand même de réduire la dose de notre benzodiazépine pour faire qu'on n'a pas une fraction libérée des benzodiazépines au niveau plasmatique. Bon, on a des feux oranges, les alpha-2 agonistes et la kétamine. En réalité, les alpha-2 agonistes sont plutôt débattus. En général, notamment, on sait qu'ils sont contre-indiqués chez les patientes en insuffisance rénale, ou c'est la chose qu'en général ils nous dit. Parce que même si la littérature, c'est plutôt concordante, qu'ils n'ont pas un effet au niveau des filtrations glomérulaires, avec leur effet
des bradycardies et vasoconstriction initiale périphérique, il peut avoir un réduit du débit d'oxygène et de perfusion rénale. Et il faut aussi dire qu'ils ont un effet inhibiteur sur l'hormone antidiurétique. Ils ont un effet aussi sur les aquaporines, donc il peut augmenter la production urinaire. Ils ont un effet diurétique. Il peut aussi réduire l'osmolalité des urines. Donc, chez un chat obstru, qui a une obstruction de voie urinaire, qu'il est déshydraté, qu'il a des déséquilibres électrolytiques, vous comprenez que par contre, les alpha-2 agonistes ne sont pas les médicaments les plus indiqués. Mais en général, il y a aussi des consensus chez les chats qui disent que chez un patient normotendu, bien hydraté, avec les débuts d'insuffisance rénale chronique, ce n'a pas autre moyen, on peut utiliser des faibles doses de médétomidine ou d'exmédétomidine pour potentialiser la sédation. Ce n'est pas les médicaments que moi j'utiliserai de première intention pour prémédiquer un chat, mais avec un MRC, mais on peut savoir qu'en général, si on maintient une bonne perfusion, une bonne hydratation et un bon débit d'oxygène chez les reins de notre patient Iris 1, Iris 2, franchement, 1 ou 2 micros de dexmédétomidine, ça ne va pas trop perturber son équilibre rénal. C'est plutôt un chat hypotendu, hypovolémique, froid. Ça peut quand même perturber l'équilibre de notre rein. Et je voudrais seulement que vous sachiez que chez la médecine humaine, et même aussi dans la médecine vétérinaire, mais surtout chez les chiens, il y a l'utilisation de perfusion continue à faible dose de dexmédétomidine, qui a un effet anti-apoptique et anti-inflammatoire et qui a un effet plutôt positif pour ses propriétés positives chez un patient en attente d'insuffisance rénale aiguë. Par contre, il n'y a pas d'études chez les chats. La kétamine, c'est un autre médicament très intéressant parce qu'il a un effet analgésique, il a un effet quand même positif sur la pression artérielle et d'inotropisme. En général, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui dit qu'il y a un tropisme négatif in vitro, tout ça, mais nous, on parle des effets plutôt positifs, qui sont plutôt les effets normaux de la kétamine. Par contre, on a un métabolite, la norkétamine, qui chez les chats, c'est un métabolite dans lequel l'élimination dépend en grande partie du rein. Donc, il faut faire attention parce que ça se peut cumuler, surtout chez les chats en attente d'insuffisance rénale chronique à des états plutôt engagés. Et la norkétamine semble être responsable chez les chats de l'altération et de la perte de conscience qui est typique de l'effet de dissociation thalamocorticale qui est de la kétamine et sur un réveil prolongé. Mais en général, à des dosages très faibles, la kétamine, genre 0,5 mg de kétamine à l'induction ou genre 15 microgrammes kilo par minute en perfusion continue, ça ne semble pas être si mauvaise, mais il faut quand même utiliser avec prudence. Enfin, je voudrais que vous sachiez que c'est très important de faire chez les chats en attente de maladies rénales chroniques une bonne prémédication, une bonne induction, un bon mainteniment avec soit un analgésie loco-régionale, si vous n'avez pas la possibilité de faire des épidurales de bloc, de maintenir notre chat en anesthésie avec des perfusions continues de kétamine, de fentanyl et tout ça. Parce que ça peut réduire la concentration d'halogénats. Parce que les halogènes, comme les sévofluranes et l'isoflurane, ils ont un effet vasodilatateur, hypotenseur, que c'est dose dépendante. Donc, le plus on a notre vaporisateur eau, le plus on a un risque de réduire les débits de perfusion rénale et la perfusion de notre rein. Il y a aussi des études dans lesquelles on a l'augmentation des perfusions index, et de la pulsatilité et de la résistance vasculaire périphérique. Donc, c'est très important de savoir ça. Enfin, alors, l'utilisation des chez les chats, des inflammatoires pastéroïdiens chez les chats avec MRC. Est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser? Alors, il faut réfléchir que vraiment, il y a beaucoup d'alternatives. À la place que les anti-inflammatoires pastéroïdiens. Mais à différence du chien, chez les chats, on a une possibilité de travail un peu plus augmentée. Donc, on peut quand même utiliser les anti-inflammatoires pastéroïdiens.
Pourquoi elles sont dangereuses pour les reins? Parce que eux, les FANS, les ANS, ils vont à bloquer les cyclooxygénases qui sont responsables de la transformation de l'acido arachidonique et de la production des prostaglandines et des facteurs vasodilatateurs qu'il peut avoir un effet positif sur la perfusion rénale. Donc, vous voyez que ça, cet effet de bloc sur les cyclooxygénases chez un rein qui ne marche pas très bien, qu'il est hypoperfusé, déhydraté ou qu'il est hypotendu, ça peut avoir quand même un effet très négatif. Donc, c'est très important d'utiliser les anti-inflammatoires pas stéroïdiens uniquement chez les patientes normohydratés, hémodynamiquement stables, non hypertendus. C'est une anomalie électrolytique. Et donc, chez les chats avec l'MRC stable. On a quand même des autres possibilités, des autres analgésiques qu'on peut utiliser à la place de l'anti-inflammatoire pas stéroïdienne. Et donc, c'est important d'utiliser toujours la dose minimale efficace. Et après qu'on utilise les anti-inflammatoires pas stéroïdiennes, c'est très important de monitorer en façon stricte la créatinine, la densité urinaire, la protéinurie et la pression artérielle. Les études parlent plutôt des meloxicam à très très faible dose, donc genre 0,01, 0,05 mg kg, et avec des péros, avec des monitorings très très attentifs, ou l'utilisation des robenacoxib. En général, on n'a pas trop d'effets collatéraux, même pour l'utilisation de ces médicaments, pour même quelques semaines, dans quelle étude aussi pour 6 mois. Mais c'est important que vous savez que l'utilisation de meloxicam chez les chats séniles avec plus de 15 ans, il a augmenté dans certains patients la protéinurie, que ça peut indiquer une dégradation précoce de la fonctionnalité rénale. Aussi, avec l'utilisation de robenacoxib, il a augmenté la créatinine des dosages vraiment petits, donc pas significatif au niveau statistique. Bon, donc les messages à retenir. Anesthésie chez les chats avec MRC, pour préserver la fonction rénale et la perfusion rénale, éviter l'hypotension et les variations brutales de la pression artérielle, équilibre volémique, non hypovolémie, ni hypervolémie, fluidothérapie adaptée, individualisée, assurer une analgésie efficace, réduire les doses d'anesthétique volatiles et monitorer attentive et continue, pression artérielle, fréquence cardiaque, ventilation, température et diurèse si c'est possible. Les protocoles anesthésiques. En général, si on a un chat calme dans lequel on peut poser un accès veineux, on peut faire une prémédication intraveineuse avec un opioïde, une induction avec propofol ou alfaxalone, avec la présence de midazolam IV. Et c'est le protocole plus sûr et stable pour les reins. Après, la pose des cathéters et l'induction. Par contre, chez les chats agités, dans lesquels ce n'est pas possible d'avoir un accès veineux, on peut utiliser les opioïdes, plasmidazolam, alfaxalone, entre 1 et 2 mg kg IM. On a des alternatives si l'alfaxone ou midazolam ne sont pas disponibles. On peut utiliser faible dose de kétamine ou de médetomidine avec prudence, par contre. Merci beaucoup. Merci Liliana, merci à tous pour la partie formative. Nous en avons terminé. Est-ce que vous avez des questions peut-être qui ont émergé? Oui. Sur la prémédication des chats qui ont MRC, est-ce que vous utilisez la gabapentine? Est-ce qu'il faudrait ajuster la dose par rapport à votre... Tu peux venir répondre ici, puisque comme ça mes gens aussi auront entendu. La question c'était, est-ce qu'il faut adapter la dose de gabapentine chez les chats qui ont une insuffisance rénale chronique en raison, je suppose, de son élimination rénale? Franchement, moi en général, je donne entre 10 et 30 mg kg TID, comme chez un chat normal, mais par contre, il en risque quand même des ptyalismes. Donc, si tu as un chat, ça peut être qu'il a des risques de régurgitation ou qu'il a un problème des anorexie et tout ça, il faut prévoir les propriétaires de regarder aussi s'il va tolérer l'utilisation la subministration de gabapentine.
aussi il va quand même réduire l'intake alimentaire s'il va un peu nauser. Après, je dirais que si c'est dans un objectif de sédation, ce n'est pas un problème. Parce que la problématique, c'est qu'il va mettre plus longtemps à l'éliminer qu'un chat normal. Mais il ne va pas être plus sédaté pour autant. La concentration de gabapentine, elle sera la même que dans n'importe quel autre chat. Donc ça va poser problème surtout si c'est un usage chronique. Dans ce cas-là, il faudra adapter les doses à l'effet, en fait. Ça se dose vraiment à l'effet. Mais le dosage pour une sédation unique, le dosage nécessaire sera le même. D'autres questions? Donc, je vous remercie et puis je vais maintenant passer la parole à notre partenaire pour cette soirée qui nous accueille en collaboration avec Atlantia ici, le laboratoire DECRA, qui a quelques mots à partager avec vous. Je te laisse la parole. Eh ben, merci à tous pour la présence et puis merci au service anesthésie d'Atlantia pour cette soirée. Je vais faire la version très rapide sur les actualités d'ECRA. L'ECRA, déjà, c'est un laboratoire un petit peu à deux têtes pour être dans l'actualité. C'est à moitié anglais, à moitié danois. Donc voilà, pas mal de choses chez nous et une recherche et développement vraiment focalisée sur l'innovation et en particulier sur que ça soit en rural, en canine ou en équine. Dans les nouveautés en équine, on a le dormazolam, par exemple, un midazolam avec AMM vétérinaire. Donc voilà, je vais vous passer rapidement sur l'historique et tout ce qui a été fait chez DECRA ces dernières années. On voit que pas mal de choses, en particulier en endocrino, en gestion de la douleur avec le Confortant ou le Phintadon. Et puis aussi en nutrition. Pas mal de choses. Tout ça, c'est des médicaments et des innovations de DECRA. Et puis des acquisitions récentes. Les domaines d'expertise que vous connaissez chez DECRA, clairement, c'est ça. En animaux de compagnie, anesthésie, analgésie, l'endocrino, qui sont vraiment des grosses gammes chez nous. Puis la même chose en équine et en rural. Et puis, pour parler de la gamme, on a quand même la gamme la plus complète du marché en anesthésie et analgésie avec des produits que vous connaissez tous, comme le Z-Alpha, le Conforton ou le Traliv. Et puis, une appli que je vous invite aussi à découvrir, une appli Dog and Cat Anesthesia DECRA que vous pouvez trouver sur tous les stores. Vous étiez aussi au quotidien. Et puis, quelques actualités, pour faire très rapide. Je vous ai parlé de notre domaine d'expertise d'endocrinologie. On a des nouvelles présentations aussi, donc que ce soit pour le Vétoril, une nouvelle présentation en comprimé, ou pour le Félimazole, une version buvable. En dermato, on a lancé un produit pour les otites sans antibiotiques, donc glucocorticoïdes et antifongiques. On a complémenté aussi notre gamme antibiotique avec, on avait une amoxicilline, on a maintenant une amoxicilline acétamilamine. Et on a une amlodipine aussi pour le chat pour être dans le thème d'aujourd'hui. Et puis, on parlait de MRC, donc la nutrition aussi très importante chez nous avec la gamme spécifique. Donc, on a lancé très récemment une gamme rénale hydrolysée. Voilà. Et puis, Boros One que vous connaissez, et un chélateur de phosphore 4 néo. Donc, voilà très rapidement les actualités d'ECRA. Je vous remercie que ce soit en ligne ou en présentiel pour cette soirée. Et puis, on va vous libérer. Merci à tous. Je souhaite une bonne soirée aux personnes qui nous ont accompagnés en visio. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et puis, pour ceux qui sont là, on va vous inviter à passer au dessert. C'est le dessert, c'est ça? Il reste un peu de fromage aussi. Et le fromage. Et puis, n'hésitez pas à venir discuter un petit peu avec nous sur cette fin de soirée.